Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Fabien, l'homme qui a bu une tequila avec Anakin Skywalker et qui va nous servir de guide quasiment dans le monde entre les mondes, puisqu'on va pouvoir parler avec lui de l'univers du fandom français ou francophone de Star Wars. Et alors, quel meilleur guide pour éclairer notre lanterne, puisque Fabien est sur tous les fronts du fandom, à la fois dans son investissement dans l'association Les Héritiers de la Force, et donc par extension de l'organisation de la convention de QC, mais aussi dans sa participation au podcast Star Wars en direct. Merci d'avoir accepté notre invitation, et est-il abusé, Fabien, de te présenter à nos auditeurs comme un fanboy éclairé? Waouh, quelle introduction. Je m'attendais pas du tout déjà à avoir l'anecdote sur notre ami Jack Lloyd qui soit mis là. Ah mais on fait nos recherches, hein, tu sais, on cherche, et on trouve, du coup. Ouais, vous avez bien préparé votre émission, c'est cool. Par rapport à ta question, un fanboy éclairé, peut-être. On va dire, on peut dire ça un peu comme ça. Mettons que ça prend beaucoup de mon temps perso et de ma charge mentale, un peu même presque, je dirais, l'univers de Star Wars en général, puis la communauté en fait partie aussi. Ouais. Bah, c'est surtout qu'on peut-être qu'on va pouvoir sortir de l'image du fanboy teubé de base, qui est malheureusement trop souvent le lot de la représentation des fanboys en général, et puis de Star Wars, on va dire, en particulier, donc c'est une des questions qu'on va pouvoir aborder avec toi aujourd'hui. Oui, bah, c'est vrai que moi, c'est aussi une des choses que j'essaye de me battre un peu contre, en fait, parce que je trouve que cette image, elle est erronée, donc effectivement, ça fait partie des points qui me tiennent à cœur. Ouais. Et est-ce qu'on peut te demander comment tu es tombé dans la marmite Star Wars, tout petit comme nous, ou comment ça s'est fait pour toi? Comme beaucoup de gens un peu de ma génération, moi j'ai 35 ans, en fait je l'ai découvert via mes parents, en fait, directement, via, en fait, les trucs qui s'appelaient les laserdiscs. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de ça. D'autres n'ont peut-être jamais connu ça, mais en fait, c'était comme plus ou moins, pas l'ancêtre, mais les trucs, le support juste avant les DVD, donc c'était une espèce de gros disque qu'il fallait retourner à moitié du film. Et mes parents avaient investi dans un lecteur de laserdisc, puis ma mère avait acheté la trilogie originale à mon père pour son anniversaire, et c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Puis après j'ai développé, en fait, donc c'était là on parle d'environ 95, donc juste avant l'édition spéciale. Puis après, en fait, il s'avère que j'avais un de mes meilleurs amis, en fait, de jeunesse, qui lui aussi est tombé un peu dans Star Wars dans la même époque, donc en fait à deux on s'auto-alimentait notre passion, on va dire. Donc ça a aidé, en fait, à rester et à continuer de développer ma passion pour Star Wars. Tomber dans Star Wars avec un 33 cm, c'est... Ouais. Oui, mais il brillait, donc c'était cool. Ah oui, mais comme un sabre laser, j'ai envie de te dire. Mais oui, c'était trop beau. J'aimais ça, ouvrir ces pochettes de laserdisc, là. Tu sais, à l'époque, les DVD n'étaient pas là, donc il y avait ce côté brillant. J'étais comme, ah, c'était beau et tout. Non, c'était cool. Bah, ils font des beaux objets. C'est vrai que quand ils nous font des belles éditions. Mais du coup, on peut pas vraiment dire que tu sois complètement un enfant de la prélogie. T'es tombé entre deux générations, finalement. Ah, je te dirais que je suis pas du tout un enfant de la prélogie. Je suis vraiment quelqu'un qui est plus habité par la trilogie originale, en fait. À la base, je l'ai vraiment découvert Star Wars par ça, j'ai grandi avec ça, puis j'ai même développé ça via la trilogie originale, en fait, ma passion. C'est-à-dire que au moment où la prélogie est sortie, j'étais déjà à fond dedans, mais bien correct, quoi. Donc j'avais beaucoup d'attentes à ce moment-là, qui ont été plus ou moins satisfaite, déçue, en fait. Ouais, satisfaite, voilà. Pareil. On va dire que plus ou moins satisfaite. Un vrai fan de Star Wars, donc déjà déçu. Ouais, ben en fait, c'est pas tant au moment où j'avais vu les films de la prélogie qui était sortie, c'est pas tant déception dans le sens c'est pas Star Wars ou quoi que ce soit, c'est en fait, je me rappelle quand j'étais sorti de l'épisode 1, j'étais quand même encore jeune, hein, j'avais 14 ans. J'étais comme j'avais pas l'impression d'avoir vu un Star Wars que je connaissais, en fait. J'avais l'impression de voir autre chose. C'était pas le Star Wars que je connaissais, et du coup ça m'a un peu décontenancé à ce moment-là. Donc c'était plus ça que le fait que j'avais aimé ou pas aimé la prélogie, mais
je voyais des choses que je reconnaissais pas forcément en fait dans l'univers que je connaissais, d'autant plus que moi j'étais pas un grand lecteur de littérature d'univers étendu, donc forcément il y avait des choses dont j'étais pas à l'aise ou quoi que ce soit. Est-ce que tu t'attendais à une continuation, ou tu avais espéré une continuation plutôt de la trilogie originale? Continuation, je sais pas, mais c'était aussi d'un point de vue visuel, en fait, où une des choses que j'aime beaucoup, et enfin qui joue beaucoup sur ma sensibilité dans la trilogie originale, c'est l'aspect un peu, alors, pardon du terme anglais, mais grim and gritty, que vraiment comme un peu sale, enfin c'est un univers, c'est dans une galaxie lointaine, il y a bien longtemps, enfin il y a un côté très gris, très sale, très industriel un peu en fait dans la trilogie originale. Et puis là je me retrouvais en fait avec la sortie de l'épisode 1 avec un truc hyper coloré, des vaisseaux brillants chromés, des Jedi qui faisaient des pirouettes, comment ça s'appelle, des pirouettes et des flips, alors que moi ma référence du Jedi c'était Obi-Wan Kenobi qui bougeait à peine ses bras, enfin j'exagère parce qu'il y avait aussi les combats de Luke, mais c'est sûr que c'était quelque chose dont j'étais pas enfin, qui me semblait un peu off de la version que je connaissais de Star Wars. Je suis revenu, en fait, de cette sensation-là depuis, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est un peu le ressentiment que j'avais eu quand j'étais sorti de l'épisode 1, notamment. Et de la marmite de potions Star Wars aux héritiers de la Force, comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait déjà d'un point de vue géographique, en fait, parce que j'habitais à Clermont-Ferrand, donc dans le centre de la France, en Auvergne, puis en fait, il y avait une expo de collectionneurs justement à Clermont, pas forcément Star Wars en fait, c'était un peu surtout, puis j'avais vu une annonce à quelque part, je sais plus dans quel magazine, je pense que c'était dans le 10e Planète d'ailleurs, ancien magazine de collectionneurs que certains reconnaîtront sûrement, puis c'était un tout petit truc, j'avais été là-bas, et en fait il y avait un stand avec des fans de Star Wars qui montraient un petit peu leur collection, donc j'avais discuté un peu avec eux, j'avais trouvé ça super sympa, puis il m'a dit en fait on organise un événement tous les ans, c'est à QC, donc il faut savoir qu'il y a à peu près 45 minutes de voiture entre Clermont et QC. Puis en plus on va avoir des acteurs et tout l'année prochaine, fait que moi j'étais comme quoi, des acteurs de Star Wars qui viennent à QC, c'est un bled perdu au fin fond de la France. Donc ça, c'était comme en 2003, genre. Et en fait, j'y suis allé justement avec toujours mon ami avec qui on a grandi dans Star Wars. Il faut savoir que c'est quelqu'un qu'on a grandi ensemble, parce que nos parents se connaissaient en fait avant même qu'on arrive au monde. Donc on a été pas mal élevés ensemble, puis on a gardé en fait cette passion ensemble aussi. Puis on a été à l'événement et on a rencontré, donc c'était la première année qu'il y avait un acteur de Star Wars qui venait à la convention. Donc c'était Jeremy Bulloch en 2003. Et puis j'ai adoré l'ambiance en fait de la convention. C'était la première fois que j'allais dans une convention vraiment en fait, de voir, c'était pas très grand hein, vraiment à l'époque, c'était juste une petite salle, puis juste la salle principale, mais il y en avait juste une, puis elle était très très clairsemée. Et puis en fait il s'avère que l'année d'après j'ai commencé mes études à Vichy, donc c'est la ville limitrophe de QC, qui touche vraiment. En fait là j'ai fait comme là je suis juste à côté, donc j'ai pas le choix presque de m'inscrire à l'association, et puis je me suis investi à partir de ce moment-là, donc en 2000, fin 2003, début 2004 en fait, puis depuis j'ai jamais quitté l'association. Même si t'as déménagé outre-Atlantique, tu es toujours impliqué dans l'association. Ouais, c'est sûr que donc là moi je suis parti en fait, j'ai d'abord fait une première année au Québec en 2012-2013 à Montréal, et donc j'ai évidemment pas quitté l'association à ce moment-là, je suis retourné en France, je me suis réinvesti, puis là je suis revenu au Québec depuis 2017. J'ai effectivement pas quitté l'association. Après, j'ai pris du recul par rapport à une certaine période, parce qu'il y a une période où j'étais vraiment très très investi dans l'organisation. J'étais dans le bureau, je m'occupais de quasiment toute la communication. Le site internet, c'est moi qui l'ai fait. Les pages Facebook, c'est moi qui les ai montées. Toutes les pages des réseaux sociaux, c'est moi qui les ai montées. À l'époque, je m'occupais aussi de faire venir les acteurs, donc c'était moi qui étais en charge de ça. Je m'occupais aussi de faire venir quelques expositions, donc parce qu'on était un nombre beaucoup plus restreint en fait de membres actifs dans l'organisation, on va dire. Puis ça me prenait beaucoup de temps, peut-être un peu trop même à certaines périodes de l'année. Puis là forcément avec mon départ au Québec, c'était aussi un peu l'occasion de prendre un peu de recul. Maintenant je continue à donner un coup de main sur la communication, et puis sur quand il faut faire des trucs graphiques surtout, je peux continuer à donner un coup de main de ce côté-là. Moins à monter les tentes ou à installer les chaises, quoi.
Ben, en fait, les fois où je peux revenir, si, parce que justement, je suis toujours là pour, comme le jour même, comme donner un coup de main pendant l'événement, quoi. En fait, j'avais prévu de revenir cette année pour la version 2020. Malheureusement, Covid oblige, mon vol a été annulé, et puis notre convention a aussi été annulée. Donc là, c'est pour ça que moi, j'ai proposé qu'on monte une version virtuelle qu'on a fait cette année. Mais sinon, j'essaye de rentrer maintenant à peu près aux 2 ans en France, donc je rate une édition sur 2, on va dire. Puis quand je suis là, évidemment que je donne la main à la pâte autant que je peux. Donc ça veut dire que l'édition 2020, cette édition live qui fait que la plupart des communiqués ont été maintenus, c'était à ton instigation ou c'était une décision? Ouais. D'accord. Ouais, complètement. En fait, on a un groupe de discussion Facebook sur Messenger, en fait, entre plusieurs membres de l'association, en fait, qui sont même, c'est même plus là un groupe d'amis, en fait, qui font partie de l'asso, dont la plupart du bureau, en fait, enfin, dont certains membres du bureau, en fait, et puis d'autres membres de la communication. Justement, mon ami, donc Loïc, en fait, je vais le nommer, celui dont je parle depuis tout à l'heure, qui lui aussi est rentré dans le bureau. Coucou Loïc. Ouais, c'est ça. Salut Loïc. Le fameux, donc Loïc aussi, que vous avez vu pendant l'événement en live aussi. Donc lui s'occupe aussi de la communication, notamment et des médias et tout ça. Il a repris un peu plus ma relève sur la gestion de la com plus globale quand j'ai pris un peu de recul. Puis j'ai envoyé un message, c'était au moment où je commençais justement à étudier un peu comment fonctionne Twitch, notamment, donc la diffusion en live. Puis là je leur ai dit, mais vous savez, on peut faire une version en ligne. Puis en fait, les gars au début étaient tellement un peu déprimés. Non, mais vraiment déprimés en fait de devoir annuler la convention. On a attendu quand même assez longtemps avant d'officiellement arrêter, annuler l'édition 2020 en fait. C'est-à-dire que depuis fin février, début mars, on commençait à discuter, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire? Puis là, à chaque fois, on était comme à attendre la moindre décision politique officielle, en fait, notamment au niveau de la préfecture, ou ce genre de choses-là, de dire, les événements pour l'instant, sont toujours autorisés, donc on n'a pas de raison de le faire. Hein. Puis on était un peu frileux. Moi, je voyais un peu ce qui se passait aussi de ce côté-là de l'Atlantique, où on commençait à se confiner déjà dès début mars. Donc j'étais comme, mais les gars, on va pas... ça va être compliqué, là. On est tous en confinement, etc. Donc, puis je leur avais proposé une première fois, ils étaient un peu déprimés, certains, donc ils n'avaient pas trop embarqué. Puis avec Loïc, on en a reparlé. J'ai commencé à leur proposer un autre truc, de faire monter un petit programme de diffusion, en fait. Puis finalement, Alex a embarqué aussi là-dedans, parce que Alex est normalement en charge, lui, des animations pendant l'événement, donc programme des différentes conférences, etc. Il a dit, écoute, on va contacter les différentes associations, les différents intervenants qu'on a d'habitude, ou du moins qui étaient prévus cette année, pour voir s'il y en a qui sont intéressés d'embarquer là-dedans. Et puis au final, ça a pris, et puis ça a été assez intense, mais c'est tombé à un moment donné que, ici, j'étais en confinement aussi, donc j'avais un peu plus de temps pour m'occuper de ça. Puis j'ai monté le programme, Loïc s'est occupé de la communication, Alex s'est occupé de monter les contacts au niveau des conférences, etc. Et puis on a plus ou moins monté ça finalement à tous les trois, avec le coup de main un peu à droite à gauche de quand on avait besoin de faire certains contacts, de délayer ça, mais c'est pas mal tous les trois qu'on a monté l'édition en ligne, parce que moi ça me faisait vraiment, alors désolé de la vulgarité, mais ça me faisait hyper chier qu'on ait absolument rien cette année, et qu'on doit vraiment annuler ça, sachant que je sentais qu'on était potentiellement capable d'offrir un truc intéressant, plus ou moins long, plus ou moins fourni. Au début, on n'avait pas forcément prévu de faire un 2 jours comme on l'a fait, mais d'avoir quelque chose qui soit quand même intéressant pour les fans qui étaient déçus. En fait. Les 2 jours se sont maintenus parce que justement toutes les personnes que vous avez contactées ont répondu présentes. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on a senti un enthousiasme en fait finalement quand on l'a proposé de la part des intervenants et du public quand on a commencé à en parler. Donc on a dit là on peut pas faire parce qu'au début on avait commencé à communiquer en disant on vous prépare un événement en ligne sans forcément dire ce que ça allait être, de combien de temps, si c'était gros ou pas. Puis quand on a vu en fait les retours sur les réseaux sociaux qu'on a eu à ce moment-là, ça a été la publication la plus importante en termes d'audience qu'on ait faite sur les 3-4 dernières années. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu, tu sentais que les gens étaient quand même en confinement, puis ils étaient comme, on veut une dose de quelque chose, quoi. Si vous nous proposez quelque chose en ligne, on adhère complètement au truc. En plus, c'est un moment où très peu d'événements avaient commencé à parler de faire des choses en ligne. Genre que ça soit des gros événements type Comic-Con ou ce genre de choses, ou des plus petits, qu'on a été un peu les premiers dans
cette sphère-là, du moins en France, etc., quoi. Et en fait, les gens ont fait comme, bah oui, nous, on veut être là, enfin, on veut voir ça, etc. Donc, quand on a vu l'enthousiasme du monde, on a fait, bah, on est obligé de faire un événement qui a de l'allure, quoi. On peut pas juste proposer, envoyer, parce qu'à un moment, on avait parlé, bah, on va proposer des enregistrements à nos conférenciers, puis à certaines heures, on va balancer le lien YouTube sur la page Facebook, et puis ça sera ça, quoi. Quand on a vu l'enthousiasme, on a dit, bah non, on est obligé de faire quelque chose qui se tient, qui a de la gueule, qui fasse un peu style convention, et puis on a redoublé d'efforts, ça s'est monté en très très peu de temps, finalement, en 3 semaines, 1 mois, quoi. Oui, j'allais dire 15 jours, moi. C'était mon ressenti, ça a été 15 jours. Ouais, ben, on va dire en 3 semaines, le temps de commencer à monter des premiers trucs, mais quasiment en 15 jours, entre les conférences, les validations des conférences, etc. On va dire 3 grosses semaines, quoi, en tout et pour tout. Donc ça s'est fait un peu au dernier moment, mais ça a super bien fonctionné. Et le public a été au rendez-vous, donc tout le monde était content, en fait. Tout le monde était content d'avoir une alternative à la convention. Donc des retours très positifs sur finalement une édition complètement à part. Les gens avaient besoin de leur dose de Star Wars, en fait. Ils avaient besoin qu'on les fasse rêver. Ouais, complètement. Puis en plus, ça permettait aussi mine de rien, de toucher un public qui peut pas forcément se déplacer à QC. Il y en a qui ont permis de découvrir un peu... notre convention, c'est un grand mot, mais au moins découvrir un peu ce qu'on propose habituellement dans l'événement. Je pense notamment, en fait, à un certain nombre de publics du Québec. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal d'amis ici, maintenant, du fandom québécois, qui connaissaient QC de par notamment le fait qu'on en a déjà parlé dans Star Wars en direct ou dans ce genre de choses, mais étaient comme, un jour, j'aimerais ça y aller, etc., voir ce que ça donne. Puis là, ça leur a permis, en fait, d'accéder à ça, mais même en France, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que, et à raison, bon, QC, c'est un peu isolé, c'est pas le truc le plus simple pour aller. Et puis là, il y a des gens qui ont pu profiter quand même de la programmation qu'on offrait pendant l'événement. Donc forcément, les retours ont été super positifs, que ça soit dans la qualité du contenu. Ça nous a permis de faire des belles découvertes, notamment vous, les filles, les Lucasfilms, qui étaient invités pour la première fois. Mais aussi d'avoir des grands classiques. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient énormément aussi des conférences des éditeurs. On remercie d'ailleurs les éditeurs d'avoir joué le jeu, donc Pocket, Panini, Delcourt, qui ont joué le jeu et ont répondu présent aussi à notre invitation, en fait. Puis probablement que l'événement aurait pas été aussi réussi sans cette validation, entre guillemets, de détenteur de la licence, en fait. Ça nous permet de vous remercier aussi, parce que c'est vrai que voilà, c'est notre première participation et on a vraiment été bien accueillis et ça a été probablement un des points forts de notre année. Hein. C'est vrai que c'est vrai qu'on était fort dépités à l'idée que ce soit annulé, et quand vous avez dit non, finalement on maintient, on change juste d'organisation, on disait ouais, super. Mais honnêtement, on a eu énormément de très bons retours en plus sur votre conférence. Beaucoup de gens qui ne vous connaissaient pas du tout et en fait qui ont découvert votre univers et vos analyses, en fait, parce que l'analyse que vous avez proposée était très poussée et vraiment très intéressante. Il y avait beaucoup de gens qui, de par l'intitulé de la conférence, étaient un peu sceptiques, parce que on va se le dire, il y a des gens qui sont un peu moins... On était quand même allés dans la provoque, hein, quand même. C'est ça. Puis on va dire que l'univers des rélos et compagnie, c'est pas forcément donné à tout le monde, enfin il y en a qui adhèrent plus ou moins à ça, mais force est de constater, en fait, qu'il y en a plein de gens qui ont dit mais en fait la conférence, elle était hyper bien, quoi. C'était très très analysé, il y avait beaucoup de détails, les propos étaient justes, etc. Donc non, c'était cool. Puis on a eu plusieurs conférences comme ça qui étaient très chouettes, et en fait nous on a mis un support derrière, mais la réussite aussi de l'événement, elle est de par la création des contenus des différents associations, ou groupes, en fait, on va dire, que ça soit les sites internet, que ça soit comme vous, comme des podcasteurs, que ça soit donc les éditeurs. Si on n'avait pas eu ça, en fait, notre événement, ça aurait été Alex, Loïc et moi qui parlons devant une caméra pendant 2 jours. Peut-être qu'à un moment donné, vous en auriez eu un peu ras-le-bas. Donc, ça faisait un peu Téléthon Star Wars à un moment. C'était un peu Téléthon Star Wars. Donc, remarque, t'as fini à peu près dans l'état des animateurs du Téléthon, dans mon souvenir. Ouais. Hein, parce que à la fin, on était un peu fatigués. Surtout que
moi, il fallait que je me lève quand même relativement tôt avec le décalage horaire pour faire le truc. J'ai été connecté non-stop parce que je gérais la technique pour la diffusion en plus en même temps, donc il fallait que... J'avais pas vraiment de pause, en fait, où je pouvais comme me débrancher pendant 1 heure et profiter, aller manger tranquillement. Non, il fallait que je prévoie mes repas à l'avance pendant que je lançais une conférence où je savais qu'il n'y avait pas forcément besoin de moi, comme par exemple pour vous, j'allais faire chauffer mon repas, je revenais et je mangeais pendant que j'écoutais pour m'assurer que tout le monde... Enfin, il n'y avait pas de problème ni rien. Mais bon, franchement, c'était une super expérience. Puis moi j'ai appris beaucoup sur même un truc que techniquement m'intéresse professionnellement, en fait. Donc voilà. Est-ce que vous avez dû faire beaucoup? On s'est posé la question justement par rapport au fait que c'était sympa, c'était d'avoir le live stream en même temps et d'avoir les réactions et la discussion. Et c'était vraiment hyper sympa. Et je dois dire que les gens étaient extrêmement courtois. On s'est posé la question de savoir si vous faisiez beaucoup de censure. Si vous avez dû virer des gens. Tu veux dire dans le chat, etc. Ouais. Absolument pas. Non, on en a pas eu, en fait. La classe. On s'est posé la question, nous. Non, je pense vraiment pas qu'on ait eu un moment à... Ou alors, si on a dû modérer, c'est peut-être 1 fois ou 2 fois, mais plus par... Non, honnêtement, j'ai pas souvenir de ça, quoi. Je pense pas. C'était peut-être Il y a peut-être eu des moments où quelqu'un a comme répété 25 fois la même chose, fait qu'au bout d'un moment, on l'a averti, ou quelque chose comme ça, mais je crois pas, en fait, qu'on ait eu des trucs négatifs. Mais honnêtement, ça recoupe beaucoup l'image que j'ai du fandom qui est pas toujours aussi négatif qu'on veut en donner, en fait. Enfin, du moins, l'image du fandom de la communauté qu'on a, nous, à QC. C'est-à-dire que c'est toujours hyper... alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de venir, ne serait-ce qu'en tant que visiteuse, je pense pas. Bah non, ça aurait dû être notre première fois. C'est ça. Mais c'est toujours très, très bon enfant, en fait. C'est toujours très amical. Il y a jamais d'animosité, il y a pas de haters qui arrivent avec des pancartes ou des t-shirts I hate Ryan Johnson ou je sais pas quoi. Au contraire, enfin, je trouve que il y a des gens qui ont des avis partagés, en fait, mais c'est toujours l'ambiance de la convention et la communauté qui vient tous les ans est toujours très bon enfant, en fait, très respectueuse, respectueuse, c'est vraiment le mot, en fait, puis très fun, et j'ai trouvé que pendant l'événement en ligne, c'était pas mal le même type de communauté qui était là, en fait, ouais, c'était le même esprit, et c'était appréciable, en fait. Nous, on a apprécié, en tout cas. Ouais, donc on peut confirmer que QC, c'est une convention sans modération, tu vois, on peut y aller. À consommer sans modération également. Voilà, exactement, oui, c'était le jeu de mots. Mais alors, du coup, comment tu décrirais, donc, puisqu'on part sur les fans qui se présentent à QC, donc ça ressemble à quoi, un fan de Star Wars en France? Alors, c'est une question qui est un peu difficile, et si tu me lances un peu sur c'est quoi notre public qu'on a à QC, puis c'est quoi le fan Star Wars en France, je pense que il peut y avoir une petite des nuances à avoir, en fait, entre les deux. Il faut savoir que nous, on a un événement qui est gratuit à la base et qui se veut vraiment familial. Ça, c'est un de nos credos depuis le début. On veut pas faire payer ne serait-ce que même 1 ou 2 euros, en fait. C'est pas du tout le but, parce qu'on veut fournir un événement qui soit un peu différent de Japan Expo, de Comic Con, où c'est un peu toujours le même public qui est là, qui sont gros fans, qui sont prêts à payer pour avoir ce genre d'événement. Nous, ce qu'on veut, c'est que... tu peux claquer à la buvette et puis aux exposants, hein. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on veut, c'est que, genre, une famille puisse venir avec des enfants de comme 5-6 ans, profiter des costumés, mais venir aussi avec la grand-mère, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu ma grand-mère qui est déjà venue à QC pour voir, ce qui a été curieuse, et puis qui a trouvé ça sympa, etc. Elle était venue une année, et en fait, ça joue beaucoup, notamment le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ça joue sur l'ambiance familiale et super joviale et sympa, en fait, de l'événement. Après, quant à la question du portrait robot du fan en France, là encore, c'est compliqué, parce que je trouve qu'il y a pas un portrait robot type, en fait. Il y a le fan qui va être juste derrière son écran toute la journée, il y a le costumé, enfin le cosplayer, il va y avoir le collectionneur, il va y avoir l'encyclopédiste, il va y avoir... chacun retrouve un petit peu ce qu'il veut dans Star Wars. Puis je trouve qu'il y a quand même pas mal de bienveillance, notamment sur les fans qui viennent en événement, en fait. Parce que
parce qu'on ressent plus de ce que c'est une communauté quand tu vois les gens en vrai que derrière un écran, en fait. Et sur des groupes Facebook un peu obscurs. Donc c'est difficile à vraiment faire un vrai portrait robot. S'il y a un truc que je déteste par-dessus tout, puis c'est un truc pour lequel je me bats le plus possible, c'est la notion de vrai et de faux fan, en fait. Et ça pour moi ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont passionnés à plus ou moins grande échelle, avec qui vivent leur passion de la façon dont ils l'entendent. Comme je le disais, il y en a ils collectionnent vraiment beaucoup. Il y en a qui sont des cosplayers. Il y en a qui sont qui veulent savoir c'est quoi le nom du droïde en bas à droite. Il y en a qui sont juste à apprécier les films et puis la littérature par exemple. Il y en a qui aiment ça, mais qui vivent à un autre niveau, et je pense que tous ces gens-là, c'est des fans, en fait, au même niveau. C'est juste des fans qui vivent leur passion différemment. Et je pense que c'est ça, en fait, portrait robot global d'un fan en France, c'est que c'est quelque chose de très diversifié. Après, si la question c'est aussi on entend beaucoup parler des haters, etc., ben ça c'est une autre tranche de fans. Sauf que c'est une frange de fans qu'on entend beaucoup plus que d'autres, parce que dans la façon de vivre leur passion, c'est quelque part de crier sur les réseaux sociaux que c'est pas ça Star Wars, alors c'est pas à eux de dire c'est quoi ou c'est pas quoi, c'est quoi Star Wars, quoi. Ils ont beau vouloir être des gatekeepers, comme on dit, là, des gardiens de la clé, de la porte. C'est pas à eux de dire aux autres c'est quoi Star Wars. Mais ces gens-là, en fait, on les retrouve peu en convention, finalement. Et c'est pour ça que j'ai une image beaucoup plus bienveillante de la communauté que ce que des gens pourraient voir juste via le prisme des réseaux sociaux, par exemple. Je suis d'accord, pour avoir vu la convention à Chicago, que quand on rencontre des fans en vrai, on a une image plus positive, effectivement, du fandom, parce que tu vois des gens beaucoup plus courtois et beaucoup plus comme tu as dit, joviaux, quoi. Mais c'est un très bon exemple, les célébrations par exemple. Donc je savais pas que t'avais été à Chicago. On aurait pu se croiser, ouais, c'est vrai, on aurait pu se croiser. En 2019, tout à fait. J'ai passé 2 jours là-bas. Mais c'est un très très bon exemple, c'est-à-dire que la célébration, c'est super positif, l'ambiance, quoi. Genre les gens sont super heureux, sont super souriants, ils sont juste contents d'être là pour partager leur passion avec d'autres gens en même temps qu'eux, quoi. Oui, ils peuvent se lâcher sur des trucs qu'ils feraient pas forcément dans leur vie de tous les jours. Et moi je suis sorti de célébration avec un smile jusqu'aux oreilles, en fait, parce que je trouvais que c'était, quoi qu'il arrive, c'était super positif comme ambiance, en fait. Ah oui, parce que quand il y a eu la bande-annonce qui est tombée, et c'était l'enthousiasme général, bon, c'était avant de savoir, c'est ça. mais il y avait une super bonne ambiance, je dirais. Et pourtant, il y avait plein de gens qui attendaient pas la bande-annonce. Non, c'est ça. En fait. Il y avait des gens qui aimaient pas trop l'épisode 8, etc., qui étaient là, mais il y a eu aucune animosité par rapport à tout ça non plus, quoi. J'ai pas entendu de boue ou de choses comme ça. Non, c'est ça. La fête. Mais le terme célébration est bien choisi par rapport à ça. J'ai envie de dire que vous, pour le coup, la convention française est bien choisie également, parce que de ce que tu brossais avant comme portrait avec Génération Star Wars, on a vraiment bien l'idée de 7 à 77 ans, et il faudrait étendre un petit peu la catégorie, mais en fait, de ce que tu dis, on va pas trouver juste une bande de mecs avec I Love Star Wars et des casquettes. T'es vraiment en train de dire qu'on nous dit, il y a des enfants, il y a des vieilles dames, des vieux monsieur, il y a des femmes, des hommes, il y a de tout, quoi, en fait. Et c'est vraiment, puis tu fais bien de me lancer un peu sur le Génération Star Wars, c'est que souvent, les médias, que ça soit... quand on a des articles dans des journaux ou ce genre de choses, ou même des sites internet de fans, des fois, pendant une certaine période notamment, ils oubliaient le S à Génération. Puis ça, c'est un truc qui vient me chercher à chaque fois, c'est-à-dire que à chaque fois, je suis comme il y a un S à Génération, c'est important le S, parce qu'on s'adresse pas à une génération de fans, on s'adresse à toutes les générations de fans. Aussi bien les anciens qui aiment la trilogie originale, que les enfants qui ont découvert Star Wars via Rebels, en fait. Exactement au même niveau. C'est-à-dire que c'est important. Star Wars est devenu un truc intergénérationnel. Le premier film est sorti en 77, donc il y a 43 ans maintenant. Je veux dire, c'est plus les mêmes générations, mais c'est pas grave. On se retrouve tous autour d'une même passion, puis c'est ça la beauté de Star Wars, en fait. C'est qu'à travers les générations, on se retrouve tous avec une même passion. On la vit pas de la même façon, on n'aime pas forcément les mêmes choses, même maintenant il y a suffisamment à manger et à boire dans Star Wars pour chacun s'y retrouver, en fait. Ah ça, il y a du dragon et de la pince de crabe, hein, maintenant. C'est ça, il y a un et de l'œuf.
et des bébés Yoda cute, mais c'est un autre exemple, en fait. Mandalorian est allé chercher un autre public. Vous avez annoncé récemment que vous alliez essayer de faire une nouvelle édition QC. Oui. Donc on croise les doigts, on serre les fesses et tout ce que tu veux, mais peut-être pour essayer de la maintenir pour des conditions sanitaires super au point, peut-être faudrait suggérer une édition spéciale Mandalorian / Stormtrooper pour être sûr que tout le monde vienne tous masqués. Ouais, c'est ça, tous masqués. Ouais, ou peut-être que c'est à nous de proposer des goodies génération Star Wars avec des masques, puis d'être sûr que les gens l'achètent à l'entrée de l'événement, j'en sais rien. Mais ça se vend vachement bien, ça. Moi, j'en ai vu passer des masques où tu peux avoir une tête de Darth Maul, un truc de Darth Vader. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, ça se fait beaucoup. Hein. D'ailleurs, justement, puisque tu es dans l'univers graphique, c'est ta formation quand même, c'est ton métier. Ouais. On a vu que vous vendiez des patchs. Est-ce que c'est toi qui les dessines? Est-ce que tu contribues au dessin des patchs de la convention? Alors, les patchs, plus maintenant. C'est-à-dire que quand on a commencé à les faire, c'était moi qui avais fait les premiers designs. Donc, j'avais fait le Boba Fett pour... Bien sûr, tout de suite. J'avais fait le C3PO, j'avais fait le Empire Strikes Back avec la TAT, plus trop en fait, j'en ai fait comme 4 ou 5, puis après en fait par manque de temps, moi j'avais déjà beaucoup, enfin avec ma truc professionnelle, mon activité professionnelle à côté, j'avais déjà beaucoup d'autres choses à m'occuper, en plus j'étais pas forcément d'accord, à un moment donné je trouvais qu'on faisait trop de patchs en fait, genre on faisait des variations, etc. Bon, du coup c'est Dominique en fait, le président de l'association qui fait les designs, sauf pour les 3 de cette année spéciaux qui ont été faits pour Marabout, où il y avait Ahsoka, bébé Yoda, puis je sais plus c'était quoi le troisième. Ça c'était Amandine en fait, c'est une autre graphiste dans l'association qui a fait le design. Mais c'est ça, les patchs, moi je m'en occupe plus parce que par manque de temps. Peut-être que j'en referai d'autres à l'avenir, mais par exemple, pour revenir un peu sur les goodies, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces goodies-là, on les vend à destination en fait d'actions caritatives en fait. C'est-à-dire que ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je sais pas maintenant, je sais pas en quelle année on a commencé les ateliers, ce qu'on appelle les ateliers Marabout, et c'est nos actions caritatives. Mais on a commencé à faire des goodies à ce moment-là, et tous les profits, c'est-à-dire que une fois qu'on a enlevé le prix de fabrication, point, tout le reste en fait des bénéfices sont pour des actions caritatives, pour des enfants en fait. Des services pédiatriques d'hôpital principalement et pendant longtemps. Maintenant c'est toujours ça, mais comme nos chèques sont un peu plus gros qu'au début, on décide de les splitter pour en faire profiter d'autres organismes. On a eu fait profiter des organismes notamment sur la trisomie 21 par exemple, ou des pupilles de sapeurs-pompiers par exemple. Et ça c'est important parce que on utilise des visuels Star Wars, donc qui sont licenciés, etc. Mais comme c'est à destination de caritatif, on est toléré de ce côté-là en fait. Il y a même une époque où on faisait valider tous nos visuels qu'on vendait en merchandising par l'équipe de Lucasfilm aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on leur envoyait les visuels, eux nous les validaient, puis on devait mettre le copyright LFR, etc. à ce moment-là. Maintenant, on le fait plus, c'est plus nécessaire de les faire valider, mais c'est pour dire qu'on avait quand même l'aval de Lucasfilm de ce côté-là aussi. Oui, c'est ce que j'allais demander. C'est vrai que finalement, c'est pas une convention officielle, donc est-ce que vous êtes la seule convention qui existe comme ça, un peu en marge de... Non, il y en a plusieurs en fait. Parce que c'est vrai que ça fait un moment, vous avez fêté vos 21 ans en fait cette année, c'est ça? Ouais, c'est ça. 21 ans, ouais, c'est ça, 99, on a commencé. Alors, on n'est pas la seule non officielle, mais il y a d'autres événements qui sont comme orientés Star Wars, mais pas que Star Wars. Je pense notamment à Migène, en fait, à la convention de Migène qui a lieu normalement en février, qui est un peu similaire à la nôtre, on va dire, mais qui est beaucoup moins, enfin, qui est pas que Star Wars, qui est plus pop culture en général, et collection. Donc, en fait, on est un événement qui est toléré, on va dire, par Lucasfilm. C'est-à-dire qu'ils nous connaissent, ils nous surveillent même, je dirais. Mais en fait, le fait qu'on ait déjà un événement qui est gratuit, donc on n'a aucun but lucratif. On est fait par c'est organisé par une association à but non lucratif avec 100% de bénévoles. C'est-à-dire que personne n'est payé dans l'association.
rien, même pas d'effraiement, rien. Donc c'est vraiment que fait par des bénévoles sur leur temps libre. Et en plus, on a on organise des levées de fonds caritatives, fait que Lucasfilm, et donc maintenant plus Disney, nous tolère et nous laisse tranquilles. Il faut savoir qu'on est je crois qu'on est maintenant le seul événement au monde qui a encore le terme Star Wars dedans. C'est-à-dire que c'est des termes qui sont protégés par Lucasfilm. On nous a déjà plus ou moins dit chez Lucasfilm que ça serait pas mal qu'on commence à réfléchir à changer de nom. Ça, on nous l'a dit 2-3 ans de suite, puis après on nous l'a plus redit, fait qu'on a fait, quand ils reviendront, on y repensera, mais pour l'instant on va le garder. Mais le fait d'être gratuit fait qu'ils tolèrent ça. Puis ils savent aussi que ça fait 20 ans qu'on existe, qu'on a une certaine notoriété maintenant, et que ça serait pas forcément très bon pour leur communication et pour leur image de venir nous taper sur les doigts et nous faire fermer. Il y a eu des événements par le passé, en France notamment, qui ont dû être annulés, ou du moins renommés au dernier moment. J'ai un exemple notamment, alors je sais plus en quelle année c'était, mais ça remonte à il y a pas mal d'années maintenant, un événement qui devait avoir lieu à Metz, organisé par un cinéma, en fait, un groupe de cinéma qui s'appelait le Kinépolis, je pense, un truc comme ça, qui devait faire une petite convention dans le cadre du cinéma, autour du cinéma, en fait. Et en fait, il devait s'appeler le C3 Police, donc C3PO. Sauf que, donc ils avaient fait toute leur com là-dessus, ils avaient fait des affiches, des flyers, tout un tas de choses. Sauf que, un mois avant la convention, ils ont eu les ayants droit de Lucasfilm à l'époque, c'était pas encore Disney, qui sont venus taper à la porte en disant, tout ça c'est protégé, vous avez pas le droit. Donc, vous nous changez tout ça, on va rien entendre parler, sinon vous avez tous nos avocats occupés. Et donc là, ils ont dû changer, comme tout, au dernier moment. Moi, je pense que je dois être... j'ai encore le flyers, je pense, C3 Police, qui est collector, parce qu'ils ont dû tout refaire, en fait, au dernier moment de ce truc-là, parce que c'était organisé par une entreprise, donc un cinéma, c'était à but lucratif, amener les gens dans le complexe du cinéma, l'entrée était payante, et il y avait un truc un peu autour de ça, quoi. Nous, on est tolérés parce qu'on est toujours gratuit, parce qu'on fait des œuvres caritatives, parce qu'on est que des bénévoles, et but non lucratif. Donc pour l'instant, on est toujours toléré. Peut-être qu'à un moment donné, on sera amené à changer de nom, peut-être qu'il va falloir qu'on enlève le terme Star Wars dans le nom, mais pour l'instant, on va toucher du bois, c'est toujours pas le cas. Et vous avez jamais eu George Lucas qui est venu incognito se balader dans les allées Malheureusement, non. La salle Isadora Duncan ou je ne sais quoi. Non, on a essayé, pour vrai, on a essayé de le contacter à droite à gauche, d'une façon ou d'une autre, par des biais divers et variés, mais bon, c'est quelqu'un qui est quand même difficilement accessible, on va se le dire, puis donc ça a jamais marché. Après, ça ne nous empêche pas d'envoyer des bouteilles à la mer, comme on dit de temps en temps, pour tenter le coup, mais non, ça a jamais fonctionné. Tu colles des sosies en cosplay, ça le fait. Hein. On en a un déjà, voilà, dans notre association. Tu vois, une chemise à carreaux, une barbiche, une paire de lunettes, c'est ça, tout réjouir. On a Patrice, un des membres de notre association, en fait, qui avait une barbe blanche, puis machin, puis un jour, pour délirer, il a mis une chemise à carreaux, puis un oreiller, puis en fait, ça a tellement marché en convention que les gens venaient le voir et se faire prendre en photo avec lui, que tu sais, il faisait des billets avec sa tête dessus, puis il faisait des billets genre Lucas, tu vois, il se baladait comme ça dans les trucs. Ouais. Et il a même fait un petit patch et tout pour le délire autour de ça. Enfin, mais ouais, c'est notre le Georges Lucas à moitié, Lucas à peu près qui est avec nous. Pendant qu'on est dans les invités, on va rester dans les paillettes pour mettre les paillettes dans les yeux de nos auditeurs. Mais donc vous avez eu des belles surprises notamment par ton travail, puisque comme tu l'as dit, tu as quand même beaucoup dragué les célébrités et les personnages secondaires de Star Wars. Donc on a parlé de Jake Lloyd, je crois qu'il est parmi tes meilleurs souvenirs de convention pour des raisons purement alcoolisées. On peut dire ça comme ça. Non, alors oui, effectivement, Jake Lloyd en 2011, c'était surtout en fait les à côté dont je me souviens beaucoup en fait. Pas que pour le côté alcoolisé, mais pour le côté sympathique en fait. On a passé un bon moment, on a partagé de vrais bons moments avec lui sur le week-end. Et puis il y a eu Anthony Daniels, je crois que c'était un de tes premiers gros coups. Ouais, c'était mon premier en fait. C'était la première fois dont je m'occupais des acteurs, parce qu'avant c'était une autre personne qui s'occupait de ça dans l'association, puis qui s'en était occupé pendant 3 ans, donc 2003, 2004, 2005. Puis il a voulu prendre du recul parce que ça lui prenait trop de temps. Et moi donc ça faisait pas si longtemps que ça quand même que j'étais dans l'association, ça faisait 2 ans. Puis moi je leur ai dit moi ça m'intéresse de prendre le flambeau, je vais essayer. Puis j'avais contacté
j'avais essayé. À l'époque, en fait, il y avait beaucoup moins d'agents de convention. Donc, c'était vraiment... Il fallait aller fouiller sur des sites obscurs officiels ou des sites obscurs de fans, de signatures, pour avoir récupérer des adresses courriels ou ce genre de choses-là. C'était beaucoup moins développé que maintenant, les conventions. Donc c'était plus facile de contacter directement les acteurs. Et puis un jour, je suis tombé sur le site officiel d'Anthony Daniels. Puis j'ai dit, je vais le tenter. J'ai envoyé un courriel. J'en ai envoyé un deuxième un mois après que j'ai pas eu de réponse. J'en ai envoyé un troisième. Puis un jour... quand on était parti vers un autre acteur, puis un jour j'ai eu une réponse, puis ça fait tout drôle, de regarder sa boîte courriel et d'avoir signé Anthony Daniels sur un mail. T'es comme, est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Fait que quand c'est arrivé, là j'ai envoyé un message au reste de l'association en disant, alors peut-être que ça sera pas l'acteur dont je vous ai parlé, j'ai Anthony Daniels qui vient de me répondre. Je vous en reparle. Donc ouais, et ça a été un gros moment de stress, mais ça a été... Oui, parce qu'il est arrivé en voiture depuis sa villégiature du sud de la France, c'est ça? Vous avez bien révisé vous avez bien préparé votre émission. Mais bien sûr. Hein. Ouais, effectivement, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que en plus, moi, c'était la première fois que je m'en occupais, donc je savais pas trop au niveau des transports, je faisais confiance un peu, puis ce qu'il nous avait dit, c'est qu'il prenait tel tarif pour participer à la convention, plus qui incluait en fait ses frais de transport, pardon. Et en fait, il nous a dit qu'il s'occupait de ça par lui-même. Moi, mon anglais était bon, mon anglais était correct à l'époque. J'ai pas voulu, de par le fait que je voulais pas non plus trop l'embêter, j'ai pas voulu enquêter de savoir, ok, mais tu viens comment, à quel moment, machin. Il m'a dit, je lui ai dit, vous arrivez quand? J'arriverai le vendredi, ok, très bien. Bon, voici l'adresse de l'hôtel, on se retrouve à l'hôtel. Moi, 100% confiance, puis arrivé comme 2 semaines avant la convention, j'étais comme, ouais, mais en fait, ça se trouve, il peut ne pas se pointer, j'en sais rien, en fait. Et donc, ça a été c'est quand pas même beaucoup con de perdre une chambre au Formule 1 de QC, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai envoyé, j'ai pas beaucoup dormi 2 semaines avant la convention. Et puis, donc, on lui avait donné l'adresse, donc c'était un bon hôtel parce que Vichy à côté est une ville thermale, donc elle a quand même des hôtels assez sympas. Et puis on reçoit un coup de téléphone, donc on va à l'hôtel le vendredi matin en disant voilà, il y a telle personne qui doit arriver, c'est lui qui a la chambre qu'on a réservée pour lui, est-ce que vous pouvez nous appeler quand il arrive, nanana, voici notre numéro de téléphone. Et puis le moment où l'hôtel a appelé pour dire que monsieur Anthony Daniels venait d'arriver, j'ai senti comme un espèce de poids qui me quittait mes épaules de façon assez impressionnante, on va dire. Et puis de le voir, en fait, d'arriver à l'hôtel, de le voir descendre les marches de l'escalier, parce que ça fait un espèce de gros escalier central, un peu, c'est un vieil hôtel victorien, un peu, donc à l'ancienne. Et donc il y a vraiment un escalier central derrière le desk de l'accueil. Et en fait, de le voir descendre là, ça a été vraiment un gros moment en fait dans mon souvenir de fan, de me dire waouh, ok, j'ai ces 3 PO en face de moi, j'ai l'acteur qui a incarné ces 3 PO en face de moi, j'ai réussi à le faire venir à QC. Il fait très Sunset Boulevard ta descente d'escalier là. Ouais, non mais son gros plan là, tu vois. Il y a une mise en scène quand même. Hein. Si ça se trouve dans ma tête en plus, j'ai peut-être un billet par rapport à ça. Ça se trouve il est descendu par l'ascenseur. Par l'ascenseur, je me rappelle plus. Mais en fait dans ma tête. J'ai cette image-là, j'ai cette image-là de le voir arriver, en fait. T'as un travelling en majesté, avec le zoom et tout. Mais ouais, c'est un peu ça, en fait. Puis en fait, après, il nous a invités à boire un verre, à discuter, à boire un verre. J'ai l'impression qu'on boit beaucoup, moi, à QC, finalement. Dommage qu'on l'ait raté, cette édition-là. Parce que ça fait partie des aspects de QC. Et pas que de l'eau minérale, hein. Oui, voilà, avec modération. Avec modération. Non, on a dit sans modération à QC. Tout est sans modération. Il faut consommer la convention sans modération. Et alors, est-il sympathique? Parce qu'on a entendu des rumeurs sur Anthony Daniels qui sont parfois mitigées, donc c'est mitigé. Voilà. En fait, c'est un très grand professionnel. Vraiment, c'est un showman, c'est un très grand professionnel. En fait, dans le contrat qu'on avait signé,
Il m'avait mis par exemple une hauteur de table, sauf que la hauteur était en pieds. Moi à l'époque j'avais aucune idée de ce que c'était les pieds, j'étais comme oh bah ça doit être la taille normale. Puis t'avais pas le Google métrique là où tu rentres mon truc en pieds, enfin le pied en centimètres et puis Google te donnait directement ce que ça faisait. Là. Du coup je me suis dit bah c'est la taille d'une table normale en fait, y a pas de problème, on va pas chercher là. Puis au pire on le changera avec lui. Il avait prévu de venir la veille en fait visiter le centre de convention. Justement il arrive donc on l'amène au centre de convention, il arrive et là il pète un câble. Oui, mais c'est pas ce qu'on avait convenu dans le contrat. J'avais demandé une table de hauteur machin et tout. Puis en fait, là, je me rends compte que c'est parce qu'il signe debout pour pouvoir. En fait, c'est pour pouvoir être facilement disponible avec les fans à côté pour pouvoir prendre des photos, des selfies, etc. Du coup, pour éviter d'avoir à se relever, s'asseoir, etc. Et donc, il demandait un petit tapis par terre pour que ça soit moins fatigant pour ses jambes, une hauteur. Donc, le tapis, on avait tout prévu, etc. Mais la hauteur de table, on n'avait pas. Donc là, en branle-bas de combat, on trouve un truc pour monter la table, etc. Il finit par être content. Puis après, une fois qu'il était content, ça s'est super bien passé. Après, pendant l'événement, et en plus, il parle très bien français, en fait. Donc, il faisait ses conférences en français. Donc, c'était pour les gens, c'était fantastique, en fait, parce qu'il a vraiment c'est un showman, là, c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie prestance sur scène, qui est capable d'aller chercher le public, il n'y avait pas besoin de lui poser des questions, le gars, il avait son truc qui était déjà plus ou moins prêt, et puis il a fait son speech, son truc pendant la conférence, pendant 1 heure, on n'a même pas eu besoin quasiment d'être là, quoi. Et je pense qu'il a passé un bon moment. On a un des membres de notre association qui est pâtissier, il avait fêté ses 60 ans pas très longtemps avant, donc il lui avait fait une espèce de statue en sucre de ces 3 PO. Donc on avait fêté ça aussi à la fin de la convention avec le public. C'était quelque chose qu'on faisait souvent en fait à une époque. À la fin, on finissait toujours par une distribution de chocolat et de machin qui était fait par notre pâtissier. Et du coup, c'était hyper cordial, hyper jovial pendant le reste du temps. Mais c'est vrai que c'est un grand professionnel. Moi, après, je l'ai eu recroisé dans d'autres événements. Puis je l'avais trouvé un peu froid dans d'autres événements, etc. Donc pour voir que je l'avais quand même fait venir à QC. Et puis il fait le taf. Ouais. Puis c'était pas agressif, c'était pas quelqu'un d'aigri non plus, c'était pas méchant, c'était comme c'était cordial, c'était quelqu'un très professionnel, c'était pas quelqu'un avec qui on a discuté en dehors pendant des heures, etc. Où on a passé des moments super sympas et super amicaux, mais le gars était là, puis ça a super bien marché, donc franchement on était hyper contents de sa venue. Donc non, j'ai pas grand chose à dire de négatif. Enfin, c'est vraiment pas le pire des invités qu'on ait eu, quoi. Quels autres invités est-ce que vous avez eu? Alors, je vais peut-être pas forcément te demander de lâcher des noms, mais quels autres invités Franchement, honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Je pense pas qu'il va m'entendre. Bon bah alors vas-y, alors le best-of et le pire-off. Allez, c'est parti. Fais péter les dossiers. On va commencer par le pire, comme ça je finirai par le meilleur, c'est mieux. C'est ça, t'as raison. Faut faire comme ça. Pour moi, le plus mauvais souvenir, entre guillemets, c'est... celui à qui j'ai vraiment eu le plus de problèmes d'entente, on va dire, c'est Julian Glover. Ah ouais. C'est, mais qui est aussi le gars dans Game of Thrones. J'ai perdu tous mes noms. Oui, mais t'inquiète, je vois extrêmement... Le vieux dans Game of Thrones. Mais c'était aussi, en fait... Donc là, Game of Thrones n'était pas sorti à l'époque. Mais c'était aussi, en fait, Donovan dans Indiana Jones. Oui. Et celui qui travaille avec les Allemands pour rechercher c'est Graal, en fait. Il faisait l'attaque sur Hoth, l'attaque au sol. C'est ça. Exactement, qui est dans la TAT, en fait. C'est ça. Donc et cette année-là, on avait fait venir trois impériaux, en fait. On avait fait venir aussi Richard Le Parmentier, qui justement lui jouait Moti, et Kenneth Collet qui jouait Piet. Et donc les deux autres sont des gens extraordinaires. Par contre, lui était assez aigri tout le temps, pas très amical. À la fin, quand on a raccompagné les acteurs à l'hôtel, son agent était là, puis les deux autres nous ont invités à ce qu'on aille encore boire un verre. Allez, on y revient. Une chopine. C'est ça, et une petite bière de plus. Ah, puis en plus, avec Richard Le Parmentier, on va pouvoir en parler, mais lui, il aimait ça. Et lui, il est pas venu à Vichy pour manger des pastilles Vichy, on va dire. Et en fait, l'autre, il est parti avec son agent dans un autre coin compter ses sous, en fait. Ah ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça comme vraiment très moyen. Puis pendant tout le week-end, il était vraiment pas très agréable. Puis c'est quelqu'un, ça m'a d'autant plus déçu que c'est quelqu'un que je me suis un peu battu pour l'avoir, en fait. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs années que je voulais le faire venir parce que je trouvais que son profil, justement, d'être à la fois un impériaux dans Star Wars, mais aussi donc avoir un rôle
principal en fait dans Indiana Jones, c'était d'autant plus intéressant. C'est-à-dire que c'était pas juste un acteur de seconde zone dans Star Wars, il avait aussi fait d'autres choses, et notamment un film qui parle en général aux fans de Star Wars, donc Indiana Jones, et donc c'était d'autant plus intéressant. En fait, ça faisait vraiment 2-3 ans que j'étais comme faudrait qu'on fasse venir Julian Glover, faudrait que je trouve une solution pour faire venir Julian Glover. Puis j'ai fini par trouver via un agent pour le faire venir, et j'étais très content de le faire venir, et c'était d'autant plus décevant en fait la façon dont il s'est tenu pendant tout le week-end, qui était vraiment très ok, je suis là pour faire du cash, puis les gens je m'en fous en fait. Et bon, ça c'était un peu comme on dit ici au Québec, c'était un peu ordinaire, quoi. Oui, parce que les acteurs monnaient de la même manière qu'ils le font dans toutes les conventions, les selfies et les signatures. Les selfies, on veut pas. C'est-à-dire que nous, on refuse que ça soit comme ça devienne la Comic-Con. Qui veulent pas faire des selfies, il fait ce qu'il veut, mais il les fait pas payer, quoi. Par contre, c'est pas parce qu'il y a ce qu'on appelle les photo booths qui se sont mis en place depuis quelques années dans le monde des conventions. Oui. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils payent leurs photos, enfin, ils payent leur signature, mais en plus, s'ils veulent se faire prendre en photo avec l'acteur, il y a des séances avec un joli fond gris bien moche, l'acteur qui vient, tu passes 2 secondes, tu fais prendre ta photo, tu te fais imprimer, tu payes ça 100 balles, et tu t'en vas. Ça nous, on veut pas mettre ça en place, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un fléau dans les conventions, ce truc-là. Je peux comprendre que les gens soient très contents de repartir avec leurs photos, mais du coup, tous les acteurs arrêtent de... Enfin, ils font juste maintenant, c'est de faire des signatures, merci, au revoir, quoi. Alors qu'avant, justement... C'est ça. Alors qu'avant, les gens, enfin, les acteurs faisaient la signature, échangeaient 2-3 mots, se faisaient prendre en photo avec la personne qui achetait la signature, et puis voilà, tu passais ne serait-ce qu'un petit 30 secondes, 1 minute avec l'acteur, et c'était toujours agréable, en fait. Et nous, on veut rester là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment important pour nous. Quand ils nous demandent est-ce que vous mettez en place des photobooths ? Non, on met pas en place de photobooths. Il y aura pas de photobooths. On a une garantie à fournir. La garantie, on va essayer de la faire le plus possible. Mais ça sera pas via les photobooths, ça sera par les signatures. Puis c'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, ce truc-là est assez important pour nous. Combien ils moyennent en général leur signature, justement, pour que les auditeurs préparent leur porte-monnaie? En fait, nous, on essaye de garder depuis plusieurs années plus ou moins un tarif constant de 20 € en fait, la signature. Il y a quelques années, quand on avait plusieurs acteurs, on essayait de faire des packs même. C'est-à-dire que si les gens achetaient, par exemple, il y a 3 acteurs, s'ils achetaient les 3 signatures, ils payaient 15 € par signature. Il y a quelques années, ça pouvait paraître beaucoup. Maintenant, c'est parmi les endroits les moins chers sur toute la planète. Chicago, carrément, attends, c'est rien du tout. Mais on est resté constant, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ça pouvait paraître beaucoup. Maintenant, honnêtement, tu vas alors, on va pas comparer avec la Célébration, mais tu vas à un Paris Manga à Paris, par exemple, tu vas payer beaucoup plus cher. On a eu quelques exceptions sur les 20 €. Justement, Tony Daniels, c'était 30 € si mes souvenirs sont bons. Et je pense que Peter Mayhew aussi était à 30 €. Ah oui, c'est vrai, vous avez eu Chewbacca aussi. Ouais, on a eu Peter Mayhew, qui n'a pas été un des plus grands souvenirs aussi, mais... grand quand même par la taille, déjà. Quand même. Oui, ça, c'était compliqué aussi, parce que faire venir un acteur qui est aussi grand, et une question logistique, il a fallu rajouter un lit dans l'autre sens, au bout de leur lit. Là, t'avais intérêt à convertir tes pieds et tes pouces, là. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait un lit normal, une taille standard, mais il y en avait un deuxième horizontal au bout, pour que ça fasse comme une rallonge de lit, en fait, qu'on avait demandé à l'hôtel. Donc ça, c'était tout un programme aussi à gérer. Hein. Puis c'était à une époque où on faisait venir qu'un gros acteur, après on a choisi de prendre une direction où on en faisait venir peut-être un peu moins gros, mais plusieurs, pour éviter, en fait, que s'il y en a un qui annule, comme c'est arrivé avec Kenny Baker, c'est-à-dire qu'en 2007, juste après C3PO, on devait faire venir Kenny Baker l'année d'après, donc R2D2, ce qui aurait été parfait, c'est-à-dire vraiment on aurait eu C3PO et R2D2 en 2 ans. Malheureusement, c'était une personne de petite taille, et puis qui était très malade déjà, et qui est tombée malade 1 mois avant, et du coup qui n'a pas pu assumer sa venue, donc on s'est retrouvé sans acteur cette année-là. Et donc pour éviter un peu ça, on a décidé un peu d'avoir au moins 2 à 3 acteurs en fait à chaque fois, donc forcément, qui dit 3 acteurs, dit un peu moins de budget pour un, donc des acteurs un peu moins importants. Puis même, je dirais, au-delà de ça, depuis le rachat de Disney, les tarifs des acteurs se sont envolés parce que les conventions sont devenues vraiment à la mode depuis quelques années. C'est un truc que ça a popé dans tous les sens. Là, on en voit partout maintenant, ce qui est une bonne chose, hein, mais avec ça, la conséquence, c'est que les acteurs, notamment des acteurs de second rôle, ont augmenté leurs tarifs de façon exponentielle, voire de façon abusée même. Il y en a certains
par exemple, Mike Quinn, donc, qui joue Niem Nub, on avait essayé de le recontacter, puis c'était devenu des tarifs qui étaient au-delà de Jack Lloyd. À l'époque, on l'avait fait venir, par exemple. Ça fait cher la face de vulve, Aurélie. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, ça fait cher la face de vulve. Alors qu'il y en a quand même partout dans toutes les rues. C'est ça. Donc bon, bref. Et donc ça, c'était dans les pires souvenirs, alors donc dans les tops. Alors donc ta crème de la crème des acteurs. J'en aurais plusieurs. En fait, à chaque fois, j'ai comme, par exemple, l'arrivée de C3PO, d'Anthony Daniels, c'était pour moi un souvenir important. Jack Lloyd, on en a parlé un petit peu. En fait, la différence de Jack Lloyd, c'était que c'était le cas aussi avec Daniel Logan, donc le jeune Boba Fett qui était venu, mais c'était un acteur qui était plus jeune en fait. Donc l'année d'avant justement, c'était l'année où il y avait Julian Glover, Richard Lepparmentier et Kenneth Cawley, donc c'était 3 personnes quand même un peu plus vieilles. Là on avait un jeune qui avait 23 ans à l'époque. Le soir, après avoir été mangé, parce que on allait dîner en général le soir avec les acteurs, puis après on les ramène à l'hôtel, ils passent leur soirée. Donc ça on parle de l'association, des membres de l'association. Puis là Jack Lloyd c'était comme moi je veux venir avec vous, parce qu'à chaque fois nous on allait après dans un bar entre les membres de l'association. Le shopping, on tourne autour du pot de bière quand même. Non mais c'est ça en plus. Non mais c'est un moment qui est super sympa, qui est important et qui est convivial. Écoute. Puis qui fait partie pour moi de la convention. C'est-à-dire que c'est le moment où on retrouve pas juste les membres de l'association, mais aussi des membres d'autres associations, les mecs de Mint Box, de Star Wars Universe, de Planet Star Wars, etc. On se retrouve après dans un bar. C'est des gens qu'on va voir qu'une seule fois par année, ou 2 si on fait d'autres conventions, mais qu'on a plaisir de retrouver autour d'une bière. C'est un moment où on a, nous, membres de l'association, un peu plus de temps pour décompresser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le rush de la journée à devoir s'occuper de trucs. Donc on peut se poser. En général, c'est assez fatigant en fait à gérer la convention dans la journée. Donc c'est le seul moment où on peut se poser et puis profiter en fait. Donc pour moi, c'est important ces moments-là. Et là, en fait, Jack Lloyd avait voulu venir avec nous. Alors que là, on s'était retrouvé dans le bar, effectivement, à boire des grandes tequilas avec lui. C'était assez épique. À la fin, il a fallu que je le pousse à rentrer parce qu'il avait rencontré des filles dans le bar, qui lui avaient dit qu'il allait en boîte de nuit. Tu sais que ça te réussit pas, Anakin, de draguer des filles. Arrête tout ça. Non. Non mais c'est ça, il voulait aller en boîte de nuit. Moi, il était comme 1h30 du matin, j'étais claqué. Le lendemain, je savais qu'il fallait qu'il se lève de bonne heure pour aller faire des signatures quand même. J'étais comme, non, là, regarde, écoute, on va se coucher, là, ça suffit, on va pas finir en boîte de nuit jusqu'à 5h du mat, c'est mort. En fait, t'as fait ton Qui-Gon Obi-Wan, quoi, ce soir. J'ai un peu fait mon Qui-Gon Obi-Wan à ce moment-là. Mais donc ça, c'était un très bon moment. Puis en plus, c'était une année où on a fait venir aussi quelqu'un d'autre qui était important pour nous, peut-être un peu moins pour certains publics, mais Steve Sansweet, qui était l'ancien responsable des relations fans chez Lucasfilm, mais aussi un des plus grands collectionneurs du monde, qui a sorti énormément de livres, qui a créé un musée en Californie qui s'appelle le Rancho Obi-Wan. Il expose chaque année à Chicago d'ailleurs, justement. Enfin, pas Chicago, exactement. Mais à Célébration, il expose. À Célébration, ouais. Oui, tout à fait. Et en fait, l'année d'avant, il quitte Lucasfilm de son rôle de président des relations de fans, donc il n'est plus rattaché officiellement à Lucasfilm, donc nous on en profite pour l'inviter, et il accepte. Et pour nous, ça c'était comme aussi un moment très important, parce que c'était quelque part, on est un peu adoubé par des gens importants de l'univers Star Wars en fait. Il serait jamais venu en tant que personne des relations de fans chez Lucasfilm, parce que nous on n'est pas une convention officielle, mais là il n'était plus rattaché, donc il pouvait se permettre de venir. Et ça c'était important en fait pour nous. Ça a été un tournant un peu, parce qu'on était comme un peu plus à l'aise aussi par rapport à ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on était comme un peu... c'est ça, adoubé en fait. Il y avait une sorte de reconnaissance par rapport à la convention qui a été assez importante. Donc, sinon, parmi les autres invités, en haut du panier, on va dire, j'ai une tendresse particulière pour Richard Lepparmentier, justement, donc l'amiral Motti, qui est venu la première fois en 2005 ou 2006 je pense. Puis en fait, c'était quelqu'un de super agréable en fait. Qui voyait que c'était quelqu'un qui venait en convention, certes pour faire signer des autographes, mais pas seulement, mais aussi parce que c'était quelqu'un qui adorait venir à la rencontre des fans et passer du temps avec les fans. Il avait amené sa fille était à peine majeure, elle partait boire des bières dans Vichy, on en revient lui aussi. Lui aussi, il buvait des bières toute la journée. Le titre de l'interview est tout trouvé, hein. Mais ce gars-là, en fait, je sais pas, il y avait des membres de la 501 qui avaient cru lire à quelque part qu'il aimait la pétanque. Il y avait un mec qui avait des boules de pétanque dans sa voiture, il lui a proposé, le gars, il a fait comme...
Ah bah oui, moi j'adore jouer à la pétanque. Ils sont mis à jouer à la pétanque pendant 1 heure devant le centre de convention. Star Wars et les boules, c'est aussi un grand classique. C'est toujours une histoire de boules, hein, ouais. Ouais, toujours une histoire de boule, effectivement. Puis c'est quelqu'un qui a été toujours hyper rattaché à notre événement. Il nous envoyait, après cette première année, il nous envoyait régulièrement des messages en disant « J'adore, enfin pour moi c'est le meilleur événement que j'ai fait, je vous adore, j'adore l'ambiance que vous avez fait, réinvitez-moi, etc. C'est pour ça que moi je l'avais réinvité en 2010. Tu sais, il m'avait envoyé des messages, j'étais comme, bon, quand est-ce que vous me réinvitez? J'étais comme, en général, on essaye de faire venir des nouveaux. C'est un pot de colle, alors, en fait. non, parce que c'était très bienveillant, en fait, la façon dont il était. Tu sais, c'était pas, je veux revenir pour faire du cash, c'était comme, je veux revenir parce que j'adore votre événement, quoi. C'est que l'ambiance était super et que ça l'a touché, quoi. Il a passé un super moment. Ouais, ou le parmentier, tu lui dis oui une fois, puis il te passe la bague au doigt, quoi, tu vois. C'est un peu ça. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Mais j'en ai profité parce que je lui ai dit ok, on peut te faire revenir, mais tiens, on aimerait faire venir Kenneth Collet. Toi tu le connais, je crois, t'as déjà fait plusieurs conventions avec lui, est-ce que tu peux nous mettre en contact? Et en fait il a fait un peu l'agent avec Kenneth Collet, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait venir Kenneth Collet, qui s'est démerdé, il a dit ouais c'est bon, je m'en occupe, Kenneth va venir, nanana, c'est un bon ami à moi, je m'occupe de ça, y a pas de problème. Puis en fait il s'est occupé de faire venir Kenneth Collet en même temps, quoi. Et ça j'ai trouvé ça fantastique. Et puis les deux étaient vraiment très sympas. Bon, Kenneth Collet il est arrivé, il avait préparé 20 photos alors qu'il en a signé 80, donc il a fallu aller en réimprimer. Il pensait que c'était un tout petit truc, puis en fait au bout d'1 heure il s'est rendu compte qu'il y avait déjà plus d'autographes, enfin plus de photos à faire signer, quoi. Mais à côté de ça c'était super. Et malheureusement en fait Richard Le Parmentier est décédé il y a quelques années après, et ça a été un gros choc en fait pour l'association, parce que on voyait un peu en lui comme un espèce de parrain en fait de l'événement, et ça a touché beaucoup de monde en fait au sein de l'association, et même au sein des fans, enfin des gens qui venaient à la convention depuis plusieurs années, parce que c'était quelqu'un de super sympathique, qui les gens, enfin la deuxième fois qu'il est venu, les membres de la 501 avaient, on va revenir encore sur une histoire de boule, avait fait graver, l'un ou l'autre, c'est ça, avait fait graver des boules de pétanque à son nom pour lui offrir. Sur la deuxième fois qu'il est venu, ils ont repassé encore 1 heure à jouer à la pétanque l'après-midi. Donc c'est quand même assez cocasse en fait de dire bon bah moi j'ai joué à la pétanque avec un acteur de Star Wars, quoi. C'est le côté franchouillard de cette convention finalement. Tu évoquais l'aspect bienveillant, c'est cette énergie que vous voulez donner à la convention de QC, et c'est une bonne illustration, c'est le franchouillard. Exactement. Dans tout ce qu'il a de meilleur en fait. Dans ce qu'il a de meilleur, ouais c'est le côté convivial qu'on veut conserver, et forcément avec le fait que la convention a beaucoup grossi depuis l'ère Disney en fait, parce que il y a eu beaucoup plus de monde qui est venu, donc on n'a pas eu le choix à un moment donné que d'essayer de pousser les murs d'une façon ou d'une autre. On essaye quand même de garder ce côté convivial. C'est moins évident. C'est clairement moins évident que quand on était plus petit, parce que tu t'as pas la même ambiance quand t'as 6000 personnes que quand t'en as 12 000 qui viennent sur l'événement. Mais on essaye de faire en sorte le plus possible de rester, de garder cet esprit convivial et familial. Pour nous, c'est super important en fait. Puis c'est ce qui fait la différence entre notre événement et une Japan Expo ou une Comic Con, par exemple. Avec des noms de tantes qui envoient du rêve quand même. Espace Jakku, Espace Mustafar, vous avez trouvé tous les coins. Vous pas Espace Tatooine, t'as tous les coins pourris de la galaxie. Mais oui, ça vend du rêve. Non mais tu rigoles, mais c'est parce que la première fois qu'on a fait les tentes, donc pas la toute première fois qu'on a fait les tentes, mais qu'on en a eu plusieurs, on va dire, donc on s'est étalé. Et il a fallu faire un plan de la convention, donc moi je me suis mis à dessiner le plan, puis là j'étais comme, ouais mais les gars, il faudrait qu'on donne des noms aux trucs. Je sais plus qui c'est qui avait dit, on a qu'à donner le nom des planètes. Puis là, par rapport aux planètes, on a fait, ah ouais, mais il y en a certaines, c'est logique. C'est-à-dire que dans la tente, là, quand on est en plein soleil, il fait toujours 1000 degrés. On va l'appeler Mustafar. Ah ben ouais, on a appelé le Mustafar. Fait que ça s'est un peu joué comme ça. Tu sais, par exemple, le hall principal, il est tellement encombré qu'on avait appelé Coruscant, parce que c'est un peu comme une ville, machin. Enfin, il y avait une espèce de petit délire autour de ça, en fait. Puis on l'a gardé, en fait. Et la buvette, elle a hérité de quel nom, alors? C'est la cantina. On aurait dû l'appeler ça comme le truc de Dexter, là. Son le diner, là. Ou la cantina. Ouais, la cantina, tu peux l'appeler la cantina, effectivement. Et quels invités est-ce que vous aimeriez avoir, alors finalement? Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez? Est-ce que vous avez des fantasmes d'invités? Il y en a. Alors, des fantasmes, évidemment, enfin, je veux dire, on rêverait tous de faire venir... c'est ça, on rêverait tous de faire venir Harrison Ford, Mark Hamill, même Daisy Ridley, enfin, ce genre de personnages-là. C'est forcément des
personnages, enfin des acteurs qu'on aimerait avoir. Après, on se fait pas d'illusions, on n'a pas le budget d'une grosse convention. C'est-à-dire que vraiment, nous, à chaque fois, on est un peu sur la limite quand on fait notre budget de l'événement. Donc, on peut pas se permettre de faire venir des gros acteurs comme ça. Par contre, il y a un acteur qu'on rêve depuis longtemps, puis qu'on a essayé à chaque fois de faire venir, puis qu'on n'a jamais réussi. Moi, ça me titille un peu qu'on n'ait jamais réussi à le faire venir, et je me dis qu'un jour on y arrivera peut-être, c'est Warwick Davis. Ah bah oui. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est important aussi pour... Oui, mais c'est ça, mais le problème c'est que lui il a une activité professionnelle à côté qui est quand même assez chargée. À un moment il animait une émission, il a tout un tas d'organismes pour les petites personnes, etc. Et c'est quelqu'un de très occupé. Il y a une fois ça avait failli se faire, puis après c'était devenu trop cher, puis après c'était devenu... Bref, c'est toujours... Il y a jamais eu les étoiles qui sont alignées pour ça. Il y a eu une année, il avait failli venir, quand on avait commencé à regarder, parce qu'il vient avec toute sa famille, il vient avec sa femme, ses 2 enfants, etc. Donc on avait commencé à regarder pour s'arranger, puis ça avait pas marché au dernier moment. Je trouve que c'est un acteur qui est très iconique pour la communauté, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui était super important à l'époque. Maintenant, il en a fait plein d'autres avec l'ère Disney, puisqu'il a joué aussi tout un tas de personnages à chaque fois plus ou moins secondaires, quoi. Mais c'est quand même quelqu'un qui a aussi un vécu dans Harry Potter, dans Willow. Mais d'ailleurs, ils ont annoncé une série, donc là, c'est vrai qu'il va être pas moins occupé, ça... Exactement, c'est ça le problème. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui faisait les hosts d'un certain nombre de conférences pour les célébrations aussi. Ouais. Donc, c'est un personnage, en fait, qu'on aimerait faire venir à QC, mais à chaque fois qu'on était proche, à chaque fois, ça n'a pas marché, parce qu'on l'a essayé plusieurs fois, plusieurs années d'affilée, on a essayé, puis à chaque fois, ça a capoté, comme on le dit ici au Québec. Et je pense que c'est un peu mon regret, en fait. Il y en avait un autre que j'avais essayé à l'époque où je m'en occupais, puis là, j'avais essayé de faire le Fortising, c'était Christopher Lee. Ah oui, quel dommage de ne pas avoir eu Christopher Lee. Puis alors lui, pour le coup, il parlait super bien français. Exactement, ouais. C'était un peu pour ça aussi, et puis parce que c'est une icône, pas que de Star Wars, en fait. Et j'avais essayé de le contacter par divers moyens, notamment il avait un espèce de site internet un peu obscur à l'époque, avec un forum où il répondait lui-même, sa femme aussi des fois. J'avais essayé de passer par là. Puis... il faisait du rock, il faisait du machin, il était spécial. Exactement, ouais. Il y avait un truc un peu métal, etc. Là. Et j'ai jamais réussi, mais ça aurait été un de mes rêves, en fait, de le faire venir. Lui, Ian McDiarmid aussi, ça serait quelqu'un qu'on aimerait faire venir. Pas le patoche lui-même. Mon Dieu, non, laissez-le dans son bocal. Moi, je rêvais de le faire venir avant l'épisode 9. Maintenant, il va coûter cher, c'est sûr. Faut que tu construises une arène comme dans Exegol, il va venir, tu vois. Tu lui garantis son makeover aussi, et puis... Ouais, il faut y croire à Warwick Davis. Moi, voilà, on vous prédit que ça va se faire un jour. Les étoiles vont s'aligner, Fabien, il faut y croire. J'espère. Pour vrai, c'est vraiment... je pense que si je devais en choisir un que j'aimerais à notre échelle, que j'aimerais faire venir, parce que c'est sûr que si tu me dis est-ce que tu préfères Warwick Davis ou Mark Hamill pour le même prix, je vais peut-être choisir Mark Hamill. Mais à notre échelle de ce qui serait possible de faire, je pense que Warwick Davis, ça serait vraiment... La vraie question que tu dois poser pour tes prochains invités, c'est est-ce qu'ils vont venir voir des shopping ou pas? Parce que c'est le facteur shopping qui compte. C'est vrai. C'est surtout ça. Non, mais on essaye de leur vendre quand même. Alors, moi, c'est plus moi qui m'en occupe, des acteurs depuis quelques années, mais on essaye de leur faire vendre aussi un peu le côté que Vichy, c'est une jolie ville, qu'ils peuvent venir visiter un petit peu, faire un peu de tourisme, qu'on les accueille aussi. Prendre les eaux à Vichy s'ils ont mal quelque part. C'est ça. Non, mais c'est un truc thermal, donc ils peuvent faire des enveloppements, des bains de boue. Il y a plein de choses qu'on essaie de jouer un peu aussi de ce côté-là. Mais il y a un autre aspect aussi que beaucoup des acteurs qui viennent en fait repartent et on n'a pas eu, j'ai pas souvenir d'un acteur qui a été déçu en repartant. Puis il y en a beaucoup qui après nous disent ouah, c'est une des meilleures conventions que j'ai faites, etc. Et il y a un aspect en fait qui joue beaucoup, c'est qu'on a peu d'invités et du coup nos invités on les choisit quoi. Je veux dire pour nous c'est les stars. Et puis même si t'es le dernier droïde au fond à gauche, bah t'es considéré de la même façon que
qu'un plus important. Donc forcément, ils sont vraiment mis en avant, c'est vraiment les stars du week-end, ils sont choyés, on va les chercher à l'aéroport ou à la gare, on les amène à l'hôtel, on leur fait faire des allers-retours, on a des cadeaux pour eux, vraiment on est aux petits soins pour eux, quoi. Et ça c'est un truc qu'on essaye aussi de mettre en avant, parce que quand ils vont dans des conventions à signature, comme il y a par exemple en Angleterre, il y a beaucoup, c'est des hangars où les mecs ils sont 40 ou 50 assis à des tables, et puis les mecs ils se démerdent pour venir ou presque. Du poulet de ils ont batterie, droit à quoi. un sandwich. Quasiment. C'est ça. C'est exactement Alors ça. qu'en France, c'est label rouge. Exactement. Le label rouge Star Wars. Ça quoi. doit moins se précipiter devant leur table que devant les grosses stars. Donc, ouais, ce serait le moment d'inviter Domhnall Gleeson, par exemple, puisque lui qui disait en rigolant que sa vie était restée à peu près normale par rapport à ses co-stars de la Post-Lo. Ouais, mais lui, il fait pas de convention. Quel Il en a dommage. pas fait, pour l'instant, j'ai jamais vu en faire, mais ça fait partie des acteurs que j'aimerais bien venir, voir aussi par chez nous. Parce que je trouve que c'est un très bon acteur en dehors de Star Wars. Je suis plus ou moins d'accord avec comment le traitement de Hux, mais Oui, mais tu vas pas te honnêtement, faire je trouve des que c'est un copains, bon hein. acteur. It Nos sucks to be abonnés Hux. vont pas être d'accord avec toi sur ce coup. On s'est rendu compte que Hux avait énormément de fans, en fait. Ah ouais. Ouais. Après, bon, ça c'est le propre de chacun, mais j'adore l'épisode 8. Je suis un grand fan et un grand protecteur. En fait, j'essaye souvent d'argumenter pour de la Jedi. Par contre, je trouve qu'un des aspects que Rian Johnson a peut-être un peu moins géré, à mon goût, encore une fois, le côté un peu ridicule de Hux, j'ai un peu moins aimé la façon dont il l'approchait. C'est-à-dire que j'aimais le côté que t'ailles dans la parodie, oui, mais la façon dont ça a été amené, je sais pas. Peut-être parce que j'avais un affect particulier pour l'acteur avant même qu'il arrive dans Star Wars, notamment dans ses rôles qu'il avait fait dans Harry Potter, mais pas seulement en fait. C'est un parti pris rouquin ou Peut-être son côté irlandais que j'aime bien. Et puis, même en fait, avant la sortie de l'épisode 7, je regardais beaucoup les conférences de presse qu'il y avait, et je trouvais que c'était un des plus sympathiques en conférence de presse. Ah oui. Parmi les nouveaux acteurs. Puis à ce il est loin moment-là. d'être bête en plus. Donc Ah ouais. il doit être sympathique. Ouais. Et puis c'est aussi d'ailleurs, j'aimais pas du tout Adam Driver à ce moment-là, avant la sortie de l'épisode 7. Parce que je le trouvais antipathique, il faisait très peu de conférences de presse, on le voyait très peu par rapport aux autres, par rapport à Oscar Isaac, Daisy Ridley ou John Boyega, et même Domhnall Gleeson, que je trouvais plus présent. Et du coup, j'étais comme, lui, il a pas l'air d'être content d'être dans Star Wars, nanana. Puis après, j'ai totalement changé d'avis, je trouve que c'est le meilleur personnage de toute la post-logie. Ah, et pas loin d'être un des voilà. Et pas loin d'être un des meilleurs personnages de tout Star Wars. Mais, après, Mais est-ce que tes traitements pour rester sur le traitement de Hux, puisqu'on avait commencé comme ça, est-ce que le traitement dans le 9 te convient? Parce que c'est ce que tu avais l'air de dire, la manière dont il a été Non, parce que je le trouve... En fait, je trouve que la direction qui a été prise un peu dans le 8 amène un peu... Pas forcément que ça soit ça, que ça l'amène dans le 9, mais je veux dire son côté un peu parodie de lui-même, en fait, c'est ça que je suis un peu moins fan. Ce côté-là, dans le 7, il est très dans la dictature, dans le truc, et il y a un côté un peu parodique dans la façon dont il le fait, mais pas de lui-même, en fait. C'est-à-dire que c'est plus sa prestance qu'on le sent parodique, alors qu'à partir du 8, c'est vraiment poussé dans un sens que j'aime un peu moins. Après, bon, ça n'empêche pas que c'est un personnage que j'aime bien quand même, mais mettons que c'est une de mes déceptions, et je trouve que dans le 9, en fait, c'est le summum de... Je trouve que ça n'a pas de sens. J'aimais... Alors, je suis pas un fan du tout de Colin Trevorrow, mais de ce que j'ai pu entendre dire par rapport à sa version du scénario, je trouvais ça plus intéressant, en fait, le traitement et le côté fidèle au premier ordre jusqu'au bout, en fait. C'était plus cohérent. À part le suicide au sabre laser. Ouais, à part le suicide. C'était peut-être pas nécessaire, cette phase-là. Ou alors c'est parce qu'il partait sur du Kylux, mais c'était un autre souci. C'était pas nécessaire, mais ça a un côté logique, en fait, par rapport à un côté jusqu'au boutisme, en fait, de certains. C'est comme on peut le voir, on peut faire certains parallèles avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Je veux dire, je pense pas qu'il y en a qui arrivent jusqu'au suicide, mais il y a un jusqu'au boutisme de certains supporters de Trump. On n'est pas là pour parler de politique, mais je trouvais qu'il y avait un côté qui faisait écho avec ça, et qu'aurait pu être intéressant à développer, et que finalement est parti un peu trop dans la parodie pour que ça en soit pris au sérieux. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a le plus dérangé. Pendant que je pense aux invités
invité à draguer, et ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à draguer Gwendoline Christie, ça aurait de la gueule. Ah ouais, j'y pensais Effectivement, aussi. ouais, Gwendoline Christie, mais on avait essayé, même la première l'année de l'épisode 7, je pense, mais sans succès. Bah, elle était qu'il en faut plein savoir, Game c'est of Thrones, c'est pour Ouais, ça. c'est ça, mais maintenant, elle est peut-être plus disponible. Puis elle a dispo, un genre de ouais. personne qui a l'air de Probablement. faire le taf et qui a l'air hyper sympa. Et en interview, tu la vois, elle est très très bien. Donc, Ouais, ça vous ferait je pense une que c'est bonne quelqu'un invitée. qui pourrait être intéressant à voir. Mais après, enfin, au moment du rachat de Disney, au début de la sortie de l'épisode 7, il y a eu un vrai boom des conventions, etc. Comme je disais, puis les tarifs ont monté de façon exponentielle. Là, j'ai l'impression que certains retombent un petit peu sur terre depuis 1 ou 2 ans et que c'est peut-être amené à se calmer. Donc peut-être que d'ici quelques temps, ça sera un peu plus envisageable. Mais par exemple, je me rappelle, on avait contacté des mecs dans l'épisode 7, le Genji Club, Mhm. puis ils demandaient des tarifs mais hallucinants pour ce genre d'acteurs-là, en fait. Et je pense que maintenant, ils sont peut-être un peu plus abordables, en fait. C'est ça, faut attendre les promos, quoi. Faut que tu attendes les soldes. À chaque fois, c'est sur le. Bah, C'est un après, peu ça, ouais. Le Kanji Club, On va tu les attendre fais les venir soldes. d'Indonésie, donc Ah oui, ça coûte cher. Ouais. le tarif... Puis il y a eu le succès de The Raid, etc., qui fait que quand même c'était grosse stars en Asie, donc c'est peut-être ça. Ah ouais, non, aussi. bah c'était peut-être pas ceux du Kenji Club, c'était les autres. Ah, les autres, celui qui avait un accent irlandais pas possible. Ouais, lui, exactement, oui, lui. oui, là. oui, celui-là. Tu avais mentionné en 2019 que tu voulais aller à la rencontre des fans. C'est un truc qu'on avait commencé à aborder en tout début finalement, mais j'aimerais peut-être te orienter là-dessus. Tu avais un projet, hein, donc peut-être de faire des entretiens ou tu voulais faire de la vidéo. Qu'en est-il de ce projet? Est-ce que Ouais, effectivement, alors j'ai un truc en tête depuis... mais en fait, qui est né... que j'ai en tête depuis un petit moment, mais qui a pris de l'ampleur, particulièrement après l'épisode 8. Parce que j'étais un peu énervé de voir le traitement dans les médias, de retrouver, en fait, l'image que la communauté était de nouveau négative. Mhm. C'est-à-dire que quand on était plus jeune, nous, enfin moi quand j'étais ado, la dernière chose que je disais c'était que j'étais fan de Star Wars. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, c'était mal vu, c'était les gros nerds boutonneux, nanana, etc. Après on a eu une grosse période où, enfin maintenant le geek est devenu chic, hein, comme on dit. C'est plus un problème de dire qu'on est fan de Star Wars. Au contraire, c'est même presque à la mode. ça dépend où? Ça dépend auprès de où, qui, ouais. exactement, ça dépend où. Ça dépend qui Mais t'es ce que- aussi. Oui. Mais je trouve que l'image globale des fans de Star Wars s'est nettement améliorée ces dernières années, ces 10 dernières années, on va dire. Et notamment depuis le rachat de Disney, on va se le dire, hein, ça fait partie des trucs. Sauf depuis l'épisode 8. Ah, C'est-à-dire bah, que le traitement, depuis le traitement des médias par rapport à la communauté en général, c'était systématiquement pour dire du mal de la communauté. Ah, mais il y a des haters, les fans de Star Wars n'aiment pas le film, patati et patata, et je t'en mets des conneries à tout ce qui est possible et imaginable, et on avait l'impression qu'on était redevenu cette frange de personnes, de nerds derrière le bureau qui sont juste là pour râler, qui sont boutonneux, qui connaissent rien à la vie, nanana, et ça c'est vraiment venu me chercher, parce que j'étais comme... Mais moi, je vais en convention, puis c'est pas ces gens-là que je vois. Les fans de Star Wars, c'est pas l'image qu'on essaye d'en donner. Donc pourquoi on retourne à cette image-là? Pourquoi on redevient... Moi, quand je disais à quelqu'un, je suis fan de Star Wars, la première question qu'on me disait, c'était « Ah, mais et puis l'épisode 8, est-ce que t'as aimé? T'as pas aimé ?» On dirait que c'était devenu de nouveau le truc clivant, et puis qu'on nous remettait dans une case que j'aimais pas trop. Donc forcément, j'avais envie de développer un projet de chaîne YouTube, ça allait aussi en parallèle avec une volonté de développer professionnellement un peu plus une carrière autour de la vidéo en général, qui était en fait d'aller à la rencontre des fans chez eux. Donc ça c'était à la base, c'est-à-dire d'aller vraiment chez eux, puis tout type de fans. Montrer que encore une fois il n'y a pas de vrais faux fans. Donc ça peut être quelqu'un qui a un peu qui est un peu connu dans la communauté, mais comme Monsieur Random, qui vit sa passion dans sa façon, puis justement de voir comment il vit sa passion. Puis de voir que en fait à côté de ça, il a une vie tout à fait normale en fait. Mais que qu'on puisse discuter de sa passion, qu'on puisse discuter de comment il la vit, qu'on puisse discuter même de choses qui pourraient amener à débat, comme notamment l'épisode 8, aller à la rencontre de gens qui n'aiment pas l'épisode 8, enfin, pourquoi pas, ou maintenant... Pourquoi te faire du mal? Franchement, non, mais vous allez voir des gens qui n'ont je... pas aimé l'épisode 8. Non, mais parce que il y a aussi des gens qui n'ont pas aimé l'épisode 8, qui ne sont pas les haters dont on veut bien parler. Bien sûr. Moi, j'ai des très bons amis qui n'aiment toujours pas l'épisode 8, et ça reste que c'est des très bons amis. C'est-à-dire que on a quand même des discussions qui sont intéressantes. Des fois, on se titille un peu à droite à gauche sur nos préférences, mais ça va pas plus loin que ça. Je veux dire, c'est que ça reste super bon enfant. Puis je voulais montrer ça. Après,
par manque de temps professionnel, enfin par manque de temps à cause de mon activité professionnelle, après par une baisse un peu de motivation, par pas vraiment savoir quelle direction aborder, j'ai un peu comme mis de côté ce truc-là, sans vraiment savoir si j'allais le ressortir un jour. Quand j'étais à Chicago l'année dernière, j'ai pris beaucoup de... J'ai pris quelques images, en fait je suis allé à la rencontre des gens juste pour qu'ils me faire comme un espèce de générique où les gens disaient ah, je m'appelle Janine et puis je viens du Massachusetts, genre. Et puis juste comme pour faire un espèce de générique. Et je trouvais que c'était super intéressant de voir en fait qu'il y avait des gens qui venaient de partout du monde qui se retrouvaient à Chicago pour un événement Star Wars. Je suis tombé sur par exemple un groupe de sourds et muets qui m'ont fait le May the Force be with you en langue des signes et tout. Je trouvais que c'était hyper touchant en fait comme truc. Et c'est ça que je voulais montrer. Malheureusement, j'ai pas pu développer ça. Peut-être que je vais ce format-là, je veux le faire évoluer parce qu'en fait, il y a le côté aussi, il faut du temps pour faire le montage. C'est-à-dire que tu te déplaces chez les gens, tu fais la prise de vue, puis après, il faut faire le montage, puis après, il faut la mise en ligne. Entre-temps, j'ai découvert un peu plus Twitch. Je me suis mis à faire des lives sur Twitch, notamment pour quand je dessine. Puis ça m'a permis de reconnecter, en fait, avec des fans, des gens que je connais, des gens que je connaissais pas plus que ça. Et du coup, là, j'ai décidé, en fait, de remettre un petit peu cette idée-là sur le plateau et puis d'utiliser via Twitch, donc qui m'évite d'avoir le côté montage, qui est plus un côté, j'ai une discussion avec un fan de sa passion et du monde de la communauté en général, pour voir comment il la vit, puis présenter des fans dans leur passion, en fait. Je suis même en train de me demander si j'irais pas plus loin que juste Star Wars, c'est-à-dire d'avoir des discussions avec des fans d'autres univers, Harry Potter, Marvel, des univers fantastiques, de comics, ou pourquoi pas l'univers Lovecraftien. C'est des choses qui pourraient m'intéresser, mais de voir la façon plus de montrer, ça veut dire quoi d'être un fan, parce que je trouve que des fois ça peut être considéré comme péjoratif, être un fan, alors qu'un fan, c'est juste un passionné. C'est juste quelqu'un qui est passionné par quelque chose, puis qui investit du temps dans sa passion. Et donc c'est ça que je veux peut-être un peu remettre sur le devant de la scène. Dans un premier temps sur Twitch, peut-être que dans un deuxième temps, je ferai revivre mon projet vidéo. Est-ce que tu avais vu le documentaire qui avait été fait, Looking for Leia, qui s'intéressait justement aux filles et aux femmes fans de Star Wars? Ouais, j'ai regardé ça. Je pense qu'il m'a manqué. J'ai pas vu le dernier épisode. Je pense qu'après il était plus disponible au moment où j'ai regardé vers la fin où c'était plus disponible, ou je sais plus trop pourquoi. Mais je pense qu'il m'a manqué 1 ou 2 épisodes, mais j'en ai vu, je pense 3 ou 4. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouvais que l'aspect était, la direction était très intéressante de ces trucs-là. Je voulais même en faire enregistrer un podcast sur Star Wars en direct, puis j'étais un peu tout seul à avoir vu ces trucs-là. Finalement, ça s'est pas fait, mais je serais curieux de revoir, enfin, d'essayer de voir les deux qui me manquaient, mais je trouvais que c'était une belle approche, en fait. Parce que justement, c'était exactement ça. C'était montrer les personnes, montrer ce que Star Wars a pu leur apporter dans leur vie de tous les jours, sans forcément montrer un côté négatif du fan, en fait. Mais puis la chaîne Star Wars officielle YouTube, au moment où j'étais comme presque prêt à commencer à monter le truc, ils ont annoncé qu'ils avaient un programme similaire, en fait. Ils ont commencé un truc, je sais plus exactement comment ça s'appelait, c'est toujours en ligne sur leur chaîne YouTube, où ils allaient à la rencontre de certains fans aux États-Unis. Et c'était vraiment ça, quoi. J'étais comme, mince, c'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Ils l'ont fait sur la chaîne officielle Star Wars. Fait que là c'était du coup un peu, ça tombait un peu à l'eau, mon truc. Un peu démotivant. Que, ouais, oui, mais un tu peu peux t'intéresser justement aux fans d'hommes français. Justement parce qu'il y a une place à prendre là-dessus et que je pense qu'on n'en parle pas assez T'as un peu l'impression que c'est je sais pas, le Dahu, quoi, le fan français, finalement. À part quand tu vas dans les conventions. Je pense que malheureusement, il y a des gens qui considèrent, en fait, qu'être fan de quelque chose, c'est dangereux. Enfin, pas dangereux, mais c'est un peu négatif, en fait. Parce qu'on associe beaucoup... Le mot est négatif, ouais, c'est fanatique. Ça. C'est ça. Alors que je suis pas forcément d'accord. Je veux dire, un supporter de sport, on trouve ça moins négatif. Puis j'ai aucun a priori sur le truc. Je suis un grand fan de rugby et de foot. Je suis supporter d'équipes de foot et d'équipes de rugby. Vraiment beaucoup. J'ai vécu ma vie dans des stades de rugby. J'ai absolument aucun truc négatif là-dessus, mais on dirait que c'est par exemple un fan ou comme quelqu'un qui est passionné de littérature, on va pas avoir de trucs
truc négatif. Alors pourquoi on aurait une image négative d'un passionné de Star Wars tant que c'est fait avec bienveillance. Faut changer les mentalités, hein. C'est pour ça que je pense que c'est tout ce qu'on essaye de faire tous avec nos différents podcasts, etc. C'est aussi d'essayer de représenter un autre visage, je pense. Oui, puis montrer, au-delà d'un autre visage, montrer aussi que c'est un éventail, en fait. Que c'est pas juste une caricature. C'est-à-dire que le fan, on peut pas dire... C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu me demandais le portrait robot d'un fan, c'est difficile. Parce que tu peux pas dire un fan, c'est ça. Un fan, ça peut avoir plein de façons de vivre, parce que c'est quelqu'un qui est passionné, point, en fait. C'était justement une question biaisée. J'espérais que tu allais aller dans cette dénonciation d'un portrait robot. J'ai donc bien répondu à la question. Mais tu as très bien répondu, en effet, à la question. Tu vois, n'empêche, c'est vrai que le dernier Jedi a eu un impact, hein, c'est clair. Hein, je pense que ça a été effectivement clivant, mais peut-être aussi dans le bon sens du terme, parce que ça amène à poser un certain nombre de questions. Mais tu vois, on a été beaucoup à réagir, à vouloir produire quelque chose autour. Toi, tu avais ton interrogation sur le fan. Nous, on a voulu créer la chaîne aussi. Je sais pas si toi, ça t'a atteint au Québec, si t'en as entendu parler, mais il y a eu la diffusion il y a 2 semaines, je crois, ou dimanche dernier, je sais plus, du dernier Jedi sur TF1. Ça a été la fête à l'andouille, hein, parce que... J'ai vu les articles de première partagés sur Twitter, et j'étais comme... Mais les mecs, c'est le fond du panier, quoi. Ils sont pas capables d'analyser un minimum les trucs. Ils racontent n'importe quoi. C'est genre, on est encore là, 3 ans après la sortie du film. Faut vous calmer, les gars. Après. Ouais, mais les mecs, de toute façon, ils ont juste ressorti un article qu'ils avaient pondu il y a quelques années, et puis point. Enfin, c'est tout le souci aussi. C'est vrai que leurs articles sont un peu putaclic avec les fans. Enfin, ce que tu disais, c'est-à-dire la représentation du fan troll de base en train de vomir sa haine, etc. Ce qui est vrai, il y en a qui font ça, effectivement. Mais en dehors de ça, ce qu'ils sont vraiment allés chercher, ce qui est dit par d'autres personnes, ils ont mis vaguement 2 points positifs d'une nana qui, je l'encourage à fond, était en train de baver sur Adam Driver, et puis il y en avait une autre, je sais plus, il y avait un autre commentaire en disant non, mais finalement c'est un bon film quand même. L'article, même une de nos abonnés nous avait dit que il y avait Télé 7 jours avait fait sa revue là de mais Télé 7 jours pour l'annoncer. Oui, je sais, Télé 7 jours. Mais pour te dire, même dans Télé 7 jours, la manière dont il présentait le film, c'était un film qui manque d'idées, qui n'a pas beaucoup de souffle, etc. Et tu dis, le niveau 0 de l'analyse, quoi. Mais moi, ça fait très longtemps que je ne suis plus abonnée à Télé Z, hein, je vais te dire. Non, mais quelque part, en fait, que ça soit dans Télé Z ou Télé 7 jours, toutes ces conneries, à la rigueur, je suis pas surpris. Mais on peut être en droit de demander un peu plus à Première, quand même. C'est un site qui, à la base, c'est un magazine de cinéma, de critique de cinéma. De cinéphiles aussi, qui est censé avoir vu des films. Ils étaient positionnés comme ça. Hein. C'est ça. Quand moi j'ai acheté Première ou Studio Live à l'époque, ou Ciné Live, même encore avant, pareil, c'était comme... pareil. Je veux dire, tu l'achetais pour lire une critique, pour lire un article un peu objectif sur quelque chose. Là, c'est le niveau 0, quoi. Enfin, je veux dire, de Première, j'en attends un peu plus. Et effectivement, c'est encore une image qui me chagrine un peu. Et en fait, le pire, en plus, c'est que c'est factuellement pas vrai. C'est factuellement pas vrai que les fans n'aiment pas Star Wars épisode 8. Et je veux dire, c'est un de ceux qui a fait l'un des meilleurs scores au cinéma, marche toujours aussi bien sur Disney+, c'est juste qu'on n'entend plus ceux qui ne l'ont pas aimé. Point. Et puis, ça reste les plus beaux visuels, que ce soit les posters, le merch, le machin. Je veux te dire, sur l'ascension de Skywalker, tu peux pleurer sur tes posters et sur ton merch. Il y en a pas, quoi. C'est-à-dire que les affiches jaunes, orange bleu avec le sable laser en diagonale, à un moment donné, regarde le pauvre Drew Struzan qui a dessiné les affiches originales de Star Wars, enfin pas les originales, mais ça avait fait celle notamment, je pense, de l'édition spéciale, et parmi les plus célèbres en fait affiches de Star Wars, et notamment Indiana Jones, des Goonies et compagnie. Lui, il devait être fou en voyant les visuels maintenant des affiches de Star Wars. C'est vrai, ce que tu nous dis, ça rejoint complètement la conclusion à laquelle on avait abouti avec Alexandre Poncet dans une interview là récemment, sur que en fait il y a plein de gens qui aiment l'épisode 8, qui aiment ce qu'a fait Rian Johnson. C'est juste que c'est pas eux qui gueulent sur les réseaux sociaux, c'est des gens bien élevés qui agitent pas la toile plus que ça, quoi. Ouais, mais même au-delà de ça, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai une certaine fatigue par rapport à ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit ah bah non, l'épisode 8 c'est de la merde, j'essaie même plus d'argumenter en fait, parce que j'en ai marre de ressortir les mêmes trucs. Fait que je suis comme ouais, ok, t'as raison. Enfin, non, je lui dis pas, ok. On les renvoie directement à notre. Non, je lui dis pas, ok, t'as raison, mais je lui dis, bah écoute, je suis pas d'accord, mais je pense que ça vole un peu plus haut que juste 3 scènes qui sont effectivement problématiques.
Il y a 2-3 scènes qui sont très clivantes dans ce film-là, puis les gens s'arrêtent à ces 3 scènes. Puis moi, ça ça gave, hein. Parce que c'est pas parce que il y a effectivement, moi, j'aime pas la scène Mary Poppins Leia. Je trouve c'est une scène qui est ratée, mais ça en fait pas que tout le film est raté. Je veux dire, c'est pas à cause d'un plan qui est pas ce que j'aurais aimé que ça gâche tous les messages qu'il y a dans ce film-là et toute la profondeur qu'il y a dans ce film-là qu'on n'a pas dans d'autres films. Star Wars. Surtout si à côté t'as 12 millions de plans qui sont réussis, quoi. Donc. Exactement. Parce qu'à ce tarif-là, tu sauves aucun film Star Wars, hein, je veux dire, que ce soit les anciens. Exactement. C'est plus un état d'esprit de comme tu vois un petit truc qui te plaît pas et du coup tu dis que tout c'est de la merde. Et non, en fait, peut-être qu'on peut voir un peu plus dans l'ensemble, on peut peut-être essayer de réfléchir 5 minutes et prendre un peu de recul sur les choses. Ouais, mais tu dis des gros mots là, réfléchir, prendre du recul, vérifier ses sources. C'était une des critiques principales sur le dernier Jedi, hein. C'est un film qui a obligé des gens à réfléchir, donc c'était pas logique, c'était pas possible. Est-ce que c'est très clivé au sein de, alors peut-être qu'on peut se diriger un peu sur ta participation à Star Wars en direct, donc qui est un podcast collégial, choral. Comment est-ce que tu veux le présenter, parce que vous êtes vraiment très très nombreux là-dedans. Comment ça s'organise là-dedans? En fait, il faut savoir que c'est un podcast qui est vieux maintenant, qui a plus de 15 ou 20 ans d'existence. 2001, il date de 2001. 20 ans, c'est ça. Qui va avoir 20 ans l'année prochaine, c'est ça. Alors, on est en train de préparer pour les 20 ans, qui a été créé au Québec ici par Danny Pépin puis Sébastien Minot. C'est pour ça qu'il y a autant de Canadiens, alors. Ouais, à la base, c'est un podcast québécois qui a été fait pendant un certain nombre d'années, à la fois en français puis à la fois en anglais, puis pour petit à petit juste se consacrer aux francophones, en fait. Puis en fait, c'est un podcast qui était notamment diffusé sur le site Star Wars en direct, mais aussi en fait en partenariat avec siteclan.net à l'époque, donc qui était un site de fans, qui était aussi fait par Danny et par Seb, donc voilà pourquoi c'était diffusé en particulier à cette époque, mais tout en ayant un peu d'indépendance, puisqu'il faisait intervenir aussi d'autres personnes d'autres sites. Mais ce site-là, en fait, était donc un site québécois, mais franco-québécois, c'est-à-dire que, ou québéco-français, je sais pas trop dans quel sens on doit le dire, parce que en fait, les forums étaient... Moi, j'ai été staff sur Siteclan pendant un certain nombre d'années, Loïc aussi, puis on a toujours eu, et du coup, ça avait forcément une audience en fait française quand ça a commencé, puis les podcasts étaient faits comme en direct à l'époque, donc en live. D'où le nom Star Wars en direct. Et en fait, donc forcément, pour petit à petit, y a des gens de Siteclan qui ont voulu s'investir aussi pour pouvoir proposer des versions en live comme au fuseau horaire français. Puis l'équipe s'est augmentée, puis tout simplement pour pouvoir aussi proposer le plus large spectre possible de la saga, en fait. C'est-à-dire que c'est un podcast qui aborde plus ou moins tous les sujets. C'est-à-dire autant il y a des podcasts qui sont plus littérature, il y en a qui sont plus gamer, il y en a qui sont plus général, il y en a qui sont consacrés aux séries avec l'analyse d'épisodes, il va y avoir sur les making-of, etc. Et chacun a plus ou moins sa spécialité. C'est-à-dire que maintenant on est très nombreux, et parce qu'il y a des gens qui sont comme des férus de lecture, qui lisent à peu près tout au fur et à mesure que ça sort, donc ces gens-là, ils font les podcasts littérature. Il y en a qui sont plus des gamers, donc qui s'occupent un peu plus de ça, il y en a qui sont un peu plus généralistes. Moi, je participe un peu plus aux émissions généralistes parce que je suis un peu plus l'actualité en général. Là, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, mais par manque de temps. Mais en gros, c'est ça. En fait, le but, c'est d'avoir une équipe qui est certes très large, du coup, avec des différences de point de vue aussi de temps en temps, selon les sujets, et puis la possibilité d'avoir, en fait, d'enregistrer des podcasts régulièrement sans forcément que ça prenne trop de temps à tout le monde. C'est-à-dire que selon les disponibilités de chacun, pendant une période, moi je suis moins disponible, donc je vais moins enregistrer, mais je sais qu'il y a d'autres membres de l'équipe qui vont être un peu plus disponibles en ce moment, donc ils vont enregistrer eux-mêmes les épisodes. Donc ça permet d'avoir un certain roulement sans avoir de baisse de propositions d'épisodes, en fait. Donc pour s'organiser, on a un groupe de Messenger Star Wars en direct, en disant on enregistre tel truc, il y en a qui sont dispo, oui, non, il y en a qui se recontactent après à côté pour préparer tel ou tel épisode. On a une grille de programmation en disant là je suis en train de préparer ça et ça, selon un peu les affects de chacun, selon ce qu'il préfère. C'est-à-dire que moi je lis très peu, enfin je suis très en retard dans la littérature, je lisais un peu de comics, je suis en retard dans les romans, etc. J'en ai lu 2, je crois, depuis le début du canon Disney, donc je vais pas intervenir dans la littérature, mais je suis un peu plus l'actualité, je suis très présent sur Twitter, sur ce genre de trucs, donc dès qu'il y a quelque chose qui sort, en général je suis plus ou moins au courant déjà, donc je vais plus intervenir là-dedans.
Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment il y a pas de des fois on va balancer un sujet et puis il y en a comme ah bah tiens moi j'aimerais ça faire un sujet enregistrer un podcast sur ce sujet-là, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent? Ah bah oui, moi ça m'intéresse. Ah bah tiens, je vais faire un peu le programme de cet épisode-là, puis on enregistre ça quand tu veux. OK, bah on fait ça. C'est vraiment un peu comme ça quoi l'idée. Donc après il y a Dany qui continue lui à faire un peu les graphismes, donc à faire les petites les thumbnails pour les petites images pour partager sur les différents réseaux. Il y en a qui sont un peu plus spécialisés dans le montage audio, par exemple, ce genre de choses-là. Vous tournez à combien de membres actifs, alors? Je sais pas, je pense qu'on est une quinzaine en tout, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... Mais là encore, c'est vraiment très spécifique, parce que par exemple, il y a Margot et Martin, qui eux font juste les making-of. Ils font les épisodes making-of dans leur coin un peu, puis ils les mettent à disposition, puis on les publie quand ils sont prêts, puis ils le font à leur rythme, selon quand ils ont le temps, etc., de les faire. Et puis voilà. Mais on les considère comme des membres de Star Wars en direct, mais ils font pas d'autres épisodes. Ils font juste les making-of parce que ça c'est leur trip et ils sont fans des making-of, ils sont fans d'en parler et puis ils avaient proposé ça au début, puis bah là maintenant ils continuent à les faire quand ils ont un peu le temps. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme c'est un espèce de melting pot en fait de gens, puis ça permet aussi justement de parler à un public à la fois français puis à la fois québécois en fait, d'avoir les deux accents, les deux voix en fait. Et donc là tu peux parler également de génération au pluriel Star Wars, parce que il y a une moyenne d'âge, enfin ça va de quel âge à quel âge, il y a une quelle représentation de filles au sein de votre groupe Alors des filles on en a mais pas beaucoup, je te l'accorde. Au niveau on a Céline qui est très active, donc on a Margot qui est avec Martin, il y a Faye aussi qui faisait beaucoup, qui a déjà son propre podcast à côté sur la pop culture je pense, mais qui avait notamment fait beaucoup d'enregistrements autour de Clone Wars, puis je suis pas mal sûr que c'est tout au niveau des filles malheureusement. Puis au niveau des âges ça va de ah bah si il y a Cécilie en fait au Québec au niveau des filles qui est un peu 4. Plus gameuse aussi, ouais. Ouh. Ça fait pas beaucoup je te l'accorde, mais petit à petit ça grimpe. on en a de plus en plus, mais c'est pas faute qu'on veut pas des fois on fait des appels on cherche de nouveaux chroniqueurs et puis après bah c'est les gens qui sont intéressés ou pas quoi. Cécilie était une des dernières à nous avoir rejoint justement et sa candidature entre guillemets, sa motivation pour participer a été pour nous parfaite en fait. En plus elle était gameuse et tout, donc on a fait let's go. On va pas chercher les gens, on fait des appels et puis des fois il y en a qui se proposent, il y en a qui se proposent pas, donc là encore si des filles nous écoutent qui veulent participer à Star Wars en direct, vous pouvez nous contacter éventuellement, des chroniqueurs on en cherche plus ou moins toujours. Donc au niveau des âges, je pense que Cécilie c'est pas mal la plus jeune justement, elle doit avoir je pense c'est 23 ans je pense, puis les plus vieux ça doit être Raphaël qui est lui plus dans la collection en France, qui doit avoir 50 ans passés je pense, mais la moyenne tourne autour de on va dire de 30 à 40 ans quoi. C'est pas mal la moyenne des gens qui sont là. Peut-être qu'on va s'orienter vers ce que t'attends de Star Wars maintenant. Tournons-nous vers l'avenir qui je suis sûre sera glorieux et lumineux. Donc il y a le projet de convention l'année prochaine. Donc, est-ce que toi tu penses venir cette année, parce que tu n'étais pas venu l'année dernière et tu disais que tu étais une année sur 2, mais est-ce que là j'ai pour moi c'est prévu en fait, c'est-à-dire que si le Covid m'autorise à prendre l'avion pour rentrer en France, c'est prévu que je rentre à ce moment-là. Donc normalement, puis je touche du bois, si le coronavirus nous fout la paix et qu'on a le droit de faire la convention, je serai là en 2021. J'aiderai mes confrères dans l'organisation. Probablement que vous me retrouverez à nouveau à faire, parce que j'organisais le concours de costumes avec Loïc. Maintenant, il y a Renaud qui lui donne un coup de main, donc on fera ça probablement tous les 3. Et puis... Donc on peut dire qu'il serait urgent que les bars rouvrent à Exactement. À Vichy. On va dire que préparez-vous les gars. Faites du stock. On a toujours notre petite réserve au cas où. On a toujours notre petite réserve, nos packs de bière dans les frigos. Spéciale Génération Star Wars. Il y a une cuvée spéciale. La tireuse de Génération Star Wars. C'est important. Non mais on court partout. L'hydratation c'est super important. Hydratant avec de l'alcool. Mais on arrivera avec notre tire-bouchon avec Aurélie. Si y a avec la Vichy Célestin, tu sais, on va faire passer les bouteilles. Mon Dieu, non, tu vas pas pour boire que
de la Vichy, moi. Non, je viendrai aussi pour... Non, il n'y a pas de raison, attends. Et donc, en ce moment, on a plein de choses qui nous déboulent, effectivement, sur la fin de l'année, parce qu'à un moment, on s'était dit qu'il se passait pas trop grand-chose à part le Mandalorien. Donc, alors, à quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu attends avec impatience? Qu'est-ce qui te fait triper dans le Québec? Qu'est-ce qui te fait triper ou capoter sur cette fin d'année 2020? Sur cette fin d'année, pas grand-chose. Enfin, oui et non, dans le sens que j'aime bien Mandalorian, mais je suis pas non plus un énorme fan de la série. Dans le sens que je trouve que c'est très divertissant, que je passe un bon moment à chaque fois que je regarde la série, mais je trouve que pour l'instant, elle manque un petit peu de fond en termes d'écriture. Je m'attends un peu plus que... En fait, sur une série de 8 épisodes, je m'attends un peu plus de fond que d'avoir autant d'épisodes un peu épisodiques, justement, là, très les aventures de Mandalorian et du bébé Yoda à travers la galaxie. J'aimerais qu'il y ait un peu plus, que ça avance un peu plus d'un point de vue scénario, mais ça c'est vraiment propre à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce format-là, mais je prends beaucoup de plaisir quand même à regarder mon épisode chaque vendredi matin avec mon café au réveil, c'est parfait. Mais sinon après, ce que j'attends, moi en fait en ce moment depuis le mois de mars, je fais des pins, donc je continue mes illustrations, je fais de plus en plus d'illustrations Star Wars. Puis j'ai commencé à faire d'ailleurs tes illustrations, on les voit passer sur Twitter. Merci. Très joli coup de crayon. Ouais, tu t'es fait place pour Inktober d'ailleurs cette. Ouais, ça a été assez fatigant d'ailleurs de le faire encore une fois, mais il m'en a manqué 2 pour vraiment le finir, mais je suis très content d'avoir été au bout. Puis je l'ai pas fait Star Wars cette année, j'ai fait un peu plus sur les films des années 80-90 en fait. Pop culture, parce que j'ai comme l'habitude de dessiner que du Star Wars, donc un peu de changement ça fait pas de mal. Mais c'est ça, donc je fais des pins, en fait j'ai commencé une série de pins au mois de mars de cette année. Puis là j'attends les prochains modèles que j'ai commandés qui devraient arriver normalement la semaine prochaine. Donc ça c'est pas mal mon actualité au niveau, enfin ce que j'attends un peu de Star Wars en fin d'année, en fait ça va plus être moi qui vais que de mes attentes, dans le sens que oui, je suis content d'avoir mon épisode de Mandalorian tous les vendredis, mais en fait c'est plus ce que j'attends, enfin ce que je vais faire d'ici la fin d'année qui m'intéresse en fait, ou qui m'allume en fait sur la fin d'année autour de Star Wars. C'est des pins que tu mets en vente sur un site particulier ou... Oui, en fait j'ai une petite boutique, je me suis créé une boutique en ligne sur mon site internet. En fait j'ai fait un WordPress, un site en ligne où les gens peuvent acheter mes pins et des stickers en fait qui sont en nombre limité. Ça reste, je fais pas ça vraiment pour l'argent, je fais ça plus pour le délire en fait. Alors oui, je gagne un peu d'argent avec ça, mais même là c'est pas énorme. Je veux pas les vendre très cher comme certains makers peuvent les faire. Je veux que ça reste abordable. Puis c'est vraiment pour le fun en fait. Et, si jamais il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller sur mon Facebook en fait. Et mon public entre guillemets me trouve pas par hasard sur mon site internet, mais par les réseaux sociaux. Ouais. Donc ils vont sur mon site internet pour acheter. Il y avait ton Wicked qui avait super bien marché, qui avait été plébiscité après la convention cette année. C'est ça. Mais en fait, c'est un peu comme ça que j'ai lancé un peu le truc, c'est que je l'ai montré à la convention, puis il y a eu un bon succès à la convention en ligne, et du coup les gens m'ont commencé à me suivre sur Facebook, et puis quand je l'ai mis en ligne, les gens l'ont acheté directement. Les Ewoks, c'est vendeur. Ah bah oui, c'est notre épisode des Ewoks. Mais si on peut se permettre un conseil avec Aurélie, on te conseille de faire un dessin de Kylo torse et ou du Relo. Mais tu n'as pas idée du nombre de gens qui vont acheter. Il y a quand même tout un public qui en demande et en attente de bons Relo ou de bons du Kylox ou du machin. Mais en fait, pour l'instant, sur mes pins, en fait, c'est que j'essaye de. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, mes pins ont un espèce d'aspect de petit doudou, en fait, de pluche. Ça vient à la base que j'ai une de mes amies qui était venue me voir au Canada il y a 2 ans. Puis pour me remercier, elle venait pendant que c'était mon anniversaire. Puis pour mon anniversaire, elle m'avait fait un espèce de doudou parce qu'elle en a fabriqué 2 wickets, et en fait c'est de là que c'est venu. Puis ce truc là en fait j'ai voulu le faire en illustration, puis après j'ai voulu le faire en pins, et donc je suis resté en fait dans cette idée de faire des personnages un peu en format doudou en fait, peluche, stylisé dans ce format là. Mais ce que je veux faire en fait, c'est que je veux rester sur des personnages très secondaires en fait. Je veux pas pour l'instant m'attaquer à des personnages principaux, c'est pas forcément le but, parce que j'aime un des trucs que j'aime beaucoup dans Star Wars, c'est justement le développement de l'univers
l'univers et le développement de la galaxie. Puis je trouve que c'est un des trucs qui me passionne le plus dans Star Wars, en fait, c'est la générosité d'aliens, de races, de machins, etc. Enfin, de design vraiment chouette, en fait. C'est surtout ça, en fait. C'est des designs qui sont hyper cool. Et du coup, c'est un peu... Je veux rester un peu là-dedans dans un premier temps, c'est de développer plutôt des personnages secondaires. Donc Kylo Ren, on peut pas dire que c'est vraiment un personnage secondaire. Si, c'est un doudou, mais c'est un peu un personnage secondaire, je suis d'accord, mais c'est un doudou. Donc on se contente du film Lego pour avoir notre Kylo torse-poil pour l'instant, alors. Oui, alors c'est parce que ça va donner. Je pense qu'il va falloir attendre le film, le Holiday Special de Lego que j'ai très... Tiens, parmi les trucs voilà, tu vois que je peux avoir hâte... J'avoue que le Holiday Special de Lego m'a pas mal saucé. Je suis assez curieux de voir ça. Qui va peut-être enfin exorciser le trauma du premier Holiday Special. Oh là là. Quand même. Oh, mais moi je le regarde toujours avec pas tendresse, mais beaucoup d'humour en fait, ce truc-là, parce que c'est tellement un ovni. Puis la partie animée en fait est quand même assez chouette. La partie Mandalorian, la partie Boba Fett, c'est ça. Ouais, avec le boba et tout. Non, mais même tu sais, d'un point de vue couleur, enfin c'est assez beau, c'est assez bien animé. Moi j'ai une vision parce que j'ai une formation en animation 3D, donc en plus je suis très sensible à l'animation en général, et je trouve que ce truc-là n'a pas si mal vieilli. Alors bon, après la partie avec la famille de Chewbacca est un peu plus difficile, mais bah, sans les sous-titres. Non, mais ça tu peux le regarder si t'as bu des bières avant, tu vois. Exactement. Mais on parlait de ma chaîne Twitch. Il y a une des personnes qui est là qui me suit régulièrement sur Twitch, Lucas, qui m'a donné l'idée en fait de faire peut-être on pourrait faire un visionnement en live du Holiday Special sur ma chaîne Twitch avec les commentaires de tout le monde en même temps. Et c'est un truc qui me trotte un peu dans la tête, et du vieux, hein, je parle le Holiday Special, pas le Lego. Je pense que ça pourrait être assez drôle en fait qu'on se refasse un rewatch avec plusieurs en même temps. Ah, mais oui, du coup, effectivement, ce que tu disais avant sur les personnages que tu faisais, c'est Team Max Rebo jusqu'à la mort. Ouais, moi j'aime ce genre de personnage-là en fait. Max Rebo. En plus, j'ai toujours aimé je sais pas pourquoi là, mais quand j'étais plus jeune, j'adorais tous les musiciens dans Star Wars, quoi. Probablement de la musique de John Williams, mais c'est ça, les beats. J'adore les beats. Phil Gildan, ça a toujours été un de mes personnages les plus, qui m'a toujours fait marrer, quoi. Puis ils ont une tête de beat, puis on les appelle des beats, c'est quand même relativement cool. Moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui parlait français. Tu m'enlèveras pas ça d'idée que ça, parce qu'il y a quand même des grands chauves à col roulé qui s'appellent des beats. Ouais, c'est quand même relativement. C'est très suspect, ça me semble un petit peu évident quand même. Il y en avait qui se sont foutus de la gueule de George Lucas, où il était au courant de la blague, mais c'est quelque chose comme ça. C'est possible. Mais tu sais, Max Rebo, c'est quand même cette espèce d'éléphant bleu, il me fait marrer. Puis son copain Sis Noodles, qui a cette espèce de face d'anus aussi, là, on va se le dire, là. C'est des persos qui me font vraiment marrer. Fait que j'ai toujours été un peu, tous les aliens en général m'ont toujours les galeries de attiré tronches dans les cantinas et machin, et c'est ce qui fait que Star Wars c'est immersif et que c'est bizarre et que c'est marrant en fait, c'est parce que et que ça se prend pas autant au sérieux que ça. Puis c'est ce qui m'a fait aimer Star Wars en fait, au-delà de plein d'autres choses, mais c'est aussi je trouve que la force de Lucas, c'est pas tant sa réalisation, c'est pas tant la façon dont il raconte une histoire, même si là-dedans il est plutôt bon, mais c'est plus la façon dont il a réussi à créer un univers si riche en fait. Puis moi c'est ça que il y en a beaucoup qui disent oui, mais imaginez ce qu'aurait fait George Lucas dans la post-logie. Moi je suis comme je suis pas sûr, parce que quand je vois ce qu'il a fait dans la prélogie, sa direction d'acteur avec Nathalie Portman notamment, qui était quand même une actrice qui avait un petit peu de bagage, puis qu'on sait qu'elle est quand même plutôt une bonne actrice, on l'a vu notamment avec Black Swan par exemple. Quand elle est bien dirigée, ça peut être une bonne actrice, mais quand elle est mal dirigée, elle pleure sur un balcon et personne n'y croit, quoi. Non, c'est sûr que, par contre, pour le world building, la prélogie nous a gâtés. Hein. Alors, on peut pas dire que... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est là-dedans qu'il est très bon, et un des trucs que je reproche un petit peu à la post-logie, c'est le fait de pas avoir assez surfé sur l'univers qui était déjà créé, mais d'avoir voulu peut-être trop en recréer un nouveau, en fait. C'est-à-dire de pas forcément... de pas se rattacher à plein d'éléments qui étaient déjà créés pour l'ancrer dans la galaxie qu'on connaît, et d'avoir systématiquement voulu créer des nouvelles races aliens, des nouvelles planètes, des nouvelles ci, des nouvelles ça. On a eu le retour sur Tatooine à la fin, c'est... Oui, ouais, ça serait passé, là, tu vois. Ah bon? Je m'en rappelle pas de cette scène, j'ai aucun souvenir de ça. Bien heureux.
De quel film tu parles? Je sais pas, le dernier film. Moi, j'aimerais Jedi, vraiment qu'on il filme fasse pas comme ça. exploser Tatooine. J'en peux plus de Tatooine. Ah ouais, Déjà, faites quand j'ai vu péter le premier ça, épisode du Mandalorian, j'étais comme le dragon, j'avais envie de gerber sur Tatooine. Non, mais tu vois, par exemple, je trouve que Mandalorian, s'il marche beaucoup, c'est notamment à cause de ça. Et il y a plein de gens qui disent, ah ouais, mais au moins, c'est très ancré dans l'univers Star Wars. Ouais, mais alors, pour le coup, c'est peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'un entre-deux, ça serait pas mal. Moi, C'est-à-dire que pour revenir le coup, systématiquement sur je suis Tatooine... contente qu'on revienne sur Tatooine dans le premier épisode de la saison 2. Là. Moi, je trouvais que le retour sur Tatooine était bien fait, parce qu'on avait nos Tusken et notre Dragon Crate. Donc ça m'a fait penser au roman Kenobi qui était très bien. Donc, Ouais, mais tu parlais d'ancrer, vu qu'on sait qu'il va y avoir quand même un bateau pirate, etc., des sous-marins, je pense qu'on va enfin larguer les amarres. Donc avec un peu de chance, tu sais... mais moi, j'ai hâte de voir ça. Ça va pas être le Titanic, ça va peut-être enfin voguer vers d'autres directions. Mais c'est surtout que t'as l'impression que c'est un listing systématique de références. Et c'est ça qui me gêne un peu, quoi. C'est comme, regardez, ça c'est un truc que vous connaissez de Star Wars. Regardez, il y a R5, le droïde qui a explosé dans l'épisode 4. Regardez, il y a ci, regardez, il y a ça. C'est une collection de easter eggs au lieu d'être... Mais c'est bien parce que tu es en train de nous dire que ça te gonfle autant que ça, en fait. Non, mais c'est pas que ça me gonfle, mais c'est que j'aimerais un entre-deux, en fait. J'aimerais qu'ils profitent de la base de l'univers pour le développer, plutôt que de s'enraciner là-dedans au niveau du Mandalorian. Et je trouvais que la post-logie, justement, elle est trop... Enfin, ne s'enracinait pas assez, en fait. Fait qu'il y a quand même un espèce d'entre-deux que j'aimerais. Je trouve qu'il y a des très bonnes choses. Par exemple, dans l'épisode 1, attention spoiler, de Mandalorian de la saison 2. Ah, voilà, j'avais posé la question. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment un spoiler, mais genre, par exemple, le vaisseau de Cobb Vanth, qui est fait avec le... Ah oui, Podresse. En fait, avec un moteur qui ressemble... Enfin, qui est le même moteur que Anakin utilise dans l'épisode 1 pour faire son podresseur. On sait que dans l'épisode 1, ils le disent, ils le répètent, dans La Menace Fantôme, Anakin fabrique son podresseur à partir de pièces récupérées, c'est lui qui bidouille son podresseur depuis des années et des années, fait qu'il a récupéré des moteurs à quelque part, il en a fait un podresseur. Fait qu'on retrouve un moteur semblable pour en faire un speederjet, je trouve ça très intelligent. Parce que, effectivement, c'est un truc que... Non, c'est pas... Oui, c'est un clin d'œil aux fans de dire « regardez, c'est un peu le podresseur », mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on nous a dit dans La Menace Fantôme qu'il avait récupéré des pièces, donc on peut très bien imaginer que c'est un moteur de n'importe quelle bagnole. C'est comme si vous croisez une Renault Clio bleue chez vous, machin, si mes parents croisent une Renault Clio bleue, ça sera pas forcément la même, pourtant vous êtes sur la même planète. Mais en gros, ça je trouve ça intelligent. Par contre, le truc de Cobb, toujours mettre, regardez, c'est R5 qui a survécu de son explosion du Sandcrawler dans l'épisode 4, là je suis comme, ok, regarde, peux-tu arrêter de tourner autour des mêmes personnages, là revoir encore Boba Fett, revoir... oui, ça m'a gavé, pas réjoui du retour de Boba Fett non plus. Alors. C'est ça, en fait, moi ce qui m'agace un peu, si les rumeurs s'avèrent vraies par rapport à cette saison 2, on va pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne suivent pas ça, mais que c'est un retour d'un certain nombre de personnages qu'on connaît déjà, qui ont déjà été développés. Est-ce possible d'ailleurs? J'ai jamais compris cette rumeur, que les gens ont vu Ewan McGregor en tenue d'Obi-Wan. Ça se passe 6 ans après le retour du Jedi. Non, mais moi je pensais plutôt à Ahsoka et compagnie, quoi. Ahsoka, Ezra... oui, on sait bien que Ezra, Tron, etc. Et ça m'agace un peu, en fait. Parce que je suis comme, on est dans une galaxie lointaine, mais les mecs ils finissent tous par se croiser. C'est le village d'Astérix, c'est ce qu'on le reprochait aussi à la prélogie, que en même temps il y avait un world building de dingue, etc. Mais c'est Anakin qui a fabriqué ces 3 PO et finalement c'est un village, tout le monde se connaît. Ouais. Donc j'aurais aimé en fait qu'avec le Mandalorian ils aillent ailleurs, qui développent leur histoire ailleurs, qui est une autre histoire dans l'univers de Star Wars, point. Sans forcément de ramener... Là, on va retrouver Ahsoka, nanana. Puis ça m'ennuie. Puis moi, c'est un peu ce que j'appelle des filonneries, en fait. C'est-à-dire que Dave Filoni a tendance un peu à faire ça un peu trop régulièrement, à mon goût. Même si je reconnais, en fait, sa capacité à justement créer un univers et développer un univers. Il est bon là-dedans. Mais il a un peu tendance à s'y accrocher un peu trop. C'était un des pilotes de X-Wing dans l'épisode 2 de la saison 2, d'ailleurs. Ouais, c'était déjà lui dans l'épisode de la prison. Ah oui, exact. Où il y avait les 3 X-Wing, en fait, où c'était les 3 réalisateurs, c'était Rick Famuyiwa et Deborah Chow, les 2 autres, et c'était Dave Filoni le 3e. Et donc lui, il est revenu encore un petit caméo, là, pour cet épisode 2. C'est ça. Puis il est absolument mauvais acteur, en plus, donc... Mais il parle pas, c'est pas une ligne de dialogue. Faut le faire revenir en cow-boy, toujours avec son chapeau. Alors, Dieu sait si c'est en ambiance western, si tu veux, t'as vite fait de le mettre avec une chopine au comptoir du saloon. Oh, on en revient à la chopine quand même, Claire, je constate. Ouais, mais toujours. Mais
Je reviens dans l'esprit QC sans modération. Sans modération. Enfin, si on peut conclure, en fait, par rapport à tout ça, genre le mot que j'ai envie de dire par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vous ne restez pas enfermés à l'image qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Là, c'est compliqué avec le Covid, mais si vous avez l'occasion d'aller dans des événements, à la rencontre d'autres fans, allez-y, parce que vous verrez que c'est là où la bienveillance est, et c'est là où c'est finalement le plus fun et le plus intéressant de vivre sa passion, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pas le seul endroit, c'est correct qu'on n'aime pas ça, mais je trouve que c'est un endroit, les conventions en général, que ça soit la note ou une note, hein, peu importe, mais que c'est quelque chose qui devrait être une étape pour les fans qui sont notamment tannés de toutes ces histoires de haters et compagnie. Excellent mot de la fin. Donc Fabien, on te remercie d'avoir répondu présent. Pour cette interview passionnante. On espère que... C'était très sympa. On espère qu'on te recroisera bientôt, soit en ligne, soit, qui sait... Autour d'une shopping. Oui, autour d'une shopping. Autour d'une shopping. Obligatoire. Ou d'une partie de boule, enfin, on sait pas, du coup, maintenant. Et puis, on invite nos auditeurs à aller te découvrir sur tes réseaux sociaux. On mettra tous tes liens en barre d'infos. Et puis, on espère se retrouver les plus nombreux possibles à QC en 2021. Ce serait vraiment chouette. Ouais, j'espère qu'on pourra se croiser à ce moment-là. À très bientôt. À très bientôt. Merci.